Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Grosse vidéo qui va être importante, qui va être très très concrète. Je pense que là je pourrais pas honnêtement faire plus concrète. Peut-être que ce sera la plus longue vidéo de ma chaîne d'ailleurs. En fait, très simplement, tu l'as vu au titre de la vidéo, ça sera sûrement quelque chose du style change ta vie ou remplace ton salaire avec un seul bien immobilier. C'est ce que je veux te montrer concrètement, la méthode en 6 étapes. Alors on parle de 6 mois, tu vois, 180 jours. De la phase où tu vas te dire ok, ça, ce qu'il est en train de me dire, ça me parle, donc du moment où tu prends la décision de démarrer jusqu'à la mise en service, la mise en exploitation de ton logement. Grosso modo, on part sur une moyenne de 6 mois. Ça peut être plus si tu es sur un projet comme le mien, si tu me suis d'une grange à rénover intégralement. Ça peut être beaucoup moins si tu as un appartement. Ça dépend de toi. Donc, ce que j'ai fait assez concrètement, j'ai repris une masterclass, un live que j'avais présenté il y a quelques mois. Et en fait, je me suis dit, bon, on me demande beaucoup, Camille, apporte de la valeur un maximum sur YouTube, sur Instagram. D'ailleurs, si je ne suis pas sur Instagram, n'hésite pas à venir. Si tu as des questions aussi, tu peux me DM directement sur Instagram. Mais on me dit souvent, voilà, apporte de la valeur. Écoute, c'est ce que j'essaye de faire depuis le départ. Là, je me suis dit, écoute, on va se faire une vidéo à la cool, 100% transparent. Je vais reprendre les slides que j'avais fait pour cette masterclass. J'ai remasterisé ça, je dirais, pour que tu aies vraiment le plus de valeur. Cette vidéo, concrètement, avant de démarrer, elle est faite pour toi. Comme je le dis souvent, si tu veux te lancer dans le type d'immobilier, ce que j'appelle l'immobilier 2.0, dans de la location courte durée, et que tu veux bien faire les choses en achetant un bien, bien évidemment, c'est fait pour toi. Si ce qui t'intéresse, c'est la sous-loc, la conciergerie également, je vais te partager les méthodes que nous, on utilise. Là, dans cette vidéo, on va parler de vente additionnelle, on va parler de shooting photo, on va parler de financement, de fiscalité, enfin bref, tout ce que tu dois maîtriser. Voilà. Donc, 15% de renta en 180 jours, de 0 à 1500, 3000, 5000 euros par mois avec un seul logement. Et je dis bien remplacer ton salaire. Je sais que peut-être tu as une croyance limitante là dans ta tête qui te dit, mais attends, là, à l'heure actuelle, je gagne 2000 euros par mois. Comment je peux avoir un logement qui me génère 2000 euros par mois après avoir payé tes charges? Là, on parle bien après avoir payé tes charges, femme de ménage, etc. Bien évidemment que c'est possible, mais tu vas voir. Là, je te lâche une petite punchline. Ce que je dis souvent, nous, ce qu'on fait, ce que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est pas de l'immobilier. On est dans l'hospitalité. On est dans l'hôtellerie en réalité. Tu vois. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des chiffres qui sont complètement différents de l'immobilier traditionnel ou d'autres vidéos que tu peux voir sur internet. T'inquiète pas, à la fin il y aura des exemples. Encore une fois, il y aura du concret. Je vais pas te commenter toutes les slides, je veux pas te faire un truc chiant, je veux aller droit à l'essentiel pour t'apporter encore une fois de la valeur. Donc s'il y a des slides que je passe, c'est que c'était pas nécessaire. Là, je t'ai mis quelques chiffres clés pour ceux qui me suivent. Là, on est sur les chiffres de la première maison, premier projet réalisé. Là, on est juste sur le channel manager super haute, on est juste sur du revenu locatif. Hein. On n'est pas sur le chiffre d'affaires global parce que normalement, il y a des ventes additionnelles. On va en parler après. Voilà, on a du 6007, 6006, 6007, 7456 de chiffre d'affaires en revenu locatif. Donc, comme ce que je te disais tout à l'heure, pour qui ça fonctionne, effectivement, tu dois le savoir si tu veux être en mesure de démarrer dans l'immobilier. Bon, moi, je suis pas magicien. Il y a des gens qui m'appellent, ils me disent je suis au chômage, je veux investir. Bon, à part t'associer avec quelqu'un qui a une capacité d'emprunt, voilà. Mais bon, ça, je vais pas te chanter la chanson. Comme je t'ai dit, là, tout ce que je vais te montrer ici, ça fonctionne pour moi, ça fonctionne pour les élèves également que j'accompagne. D'ailleurs, si tu as dû suivre sur la chaîne la dernière vidéo, on a sorti, en toute humilité, encore une fois, mais on a éteint le marché de la location courte durée. J'ai sorti une académie de dingue avec un prix de dingue. Il y a tout ce qu'il faut dedans si tu as envie de réaliser exactement ce même projet. Donc, si tu as envie de démarrer, tu trouves dans la description un lien. Tu peux nous parler par téléphone directement de ton projet. Je t'ai parlé de 15% de rentabilité. Pour des personnes, ça veut rien dire. Je tiens à préciser rapidement, quand je parle de rentabilité, on verra après un calculateur de rentabilité. Pour un investissement de 100 000, 15% de renta, ça fait 1250 par mois, donc un SMIC. Pour un investissement de 200 000, ça fait 2005 par mois. Ok, ça c'est ce que tu dois viser avec notre mode d'exploitation. Quand je parle de rentabilité nette, je parle avant impôt. Ok, je pense que tu as l'habitude de le voir sur la chaîne, mais je peux pas parler de revenus après impôt parce que ça va dépendre de ton montage. Tu t'en doutes. Ok, est-ce que tu es en déficit, est-ce que tu es en bénéfice, est-ce que tu es en nom propre, etc. Par contre, ce qu'on peut garantir, puisque les marges, les charges que tu vas avoir sont à peu près les mêmes. Tu verras après, à peu près dans notre business model, combien de marge on a sur cette activité-là. Les marges, peu importe où tu te situes en France ou à l'étranger. Alors, à l'étranger, ça peut varier. Je pense notamment au coût des femmes de ménage. Mais peu importe où tu te situes en France, les charges de l'activité, ça sera quasiment les mêmes. Alors,
Mon histoire, ça, je vais passer très vite. Je sais que toi, tu veux du concret, mais c'est un peu important. Bon, là, tu vois, je t'ai mis une photo où je joue au foot. C'est quand j'étais en Écosse. Bon, moi, toute ma vie, je pensais que j'allais être footballeur jusqu'à mes 18. Après, de 18 à 24 ans, je dirais comme ça de tête, longue traversée du désert, parce que je rentre, je démarre une école de commerce, mais je fais ça pour mes parents parce que moi, j'ai aucune idée de ce que je veux faire. Dans ma tête, il y avait que le foot. À partir de là, je vois que l'école, c'est clairement pas fait pour moi de rester sur une chaise à écouter un mec qui me parle de commerce, de business. Bon, ça m'intéresse pas. Je dis pas que c'était peut-être pas fait pour tout le monde, pas du tout. Ce que je peux te dire, c'était que c'était pas fait pour moi. Ça, c'était une évidence. Ensuite, à partir de là, je commence à lancer un business. Je prends un crédit étudiant, 50 000 euros, Société Générale. Si vous tombez sur cette vidéo, pour acheter six voitures à l'époque, Clio 4, Opel Corsa, etc. Je les mets sur une plateforme qui s'appelle Drivey. Donc, j'ouvre une première boîte de location de voitures. Ça marche, mais c'est chiant. C'est chiant parce que je dois m'occuper d'aller laver mes voitures tous les soirs. Des fois, elles rentrent à minuit, 1 heure. Donc, je passe 3-4 heures dans des parkings souterrains à laver des voitures avec des produits sans eau. Enfin, bref, je gagne 500 euros à peu près de bénéfices par voiture sur ma société, mais c'est un casse-tête. À ce moment-là, au bout d'un an un an et demi plus tard, je tombe sur un ami à moi qui fait du e-commerce. On est en soirée, il me montre une publicité qu'il avait fait avec un influenceur. C'était à l'époque un peu des influenceurs. Hier, c'était Mohamed Denis, cet influenceur. Il arrive à générer quasiment 10 000 euros en 24 heures. Donc moi, je bug parce que je me dis, les mecs, ils gagnent 2 fois plus que moi en faisant quasiment rien, visiblement. Même si bon, il avait travaillé pour en arriver là. Mais donc bon, je revends mes voitures. Je me dis, ok, je vais investir avec toi dans ta société. On va développer ça. On essaye de le faire pendant un an et demi. Toujours avec la même vision d'ailleurs. Hein. Ce que j'ai fait de l'immobilier, c'était la suite. Ça a été toujours de vouloir apporter de la valeur. Tu vois, dans cette marque d'e-commerce, mon but c'était de créer une marque. Clairement, c'était une marque de cosmétiques pour hommes. Et donc je me suis cassé la tête au packaging. Je suis allé voir des usines de fabrication de cosmétiques. Et en France, c'est ultra normé. Je voulais vraiment avoir le meilleur produit. C'est assez drôle quand je dis ça. Quand je dis ça aux gens, ils se foutent de moi. Mais c'était des produits pour barbe. Moi qui n'en ai pas. Donc voilà, petite parenthèse. Ça dure pareil. Un an et demi, je mets beaucoup d'énergie, mais les revenus ils sont comme ça en fait. Les revenus ils sont toujours comme ça. Des fois on fait des pubs, on paye un mec 4 000 euros, il nous rapporte 200 euros de chiffre d'affaires et nous on avait déjà commandé le stock. Enfin bref, c'est toute une usine à gérer. Et moi j'arrive à un moment donné de ma vie où je sais que je vais avoir les échéances de mon crédit étudiant qui vont pas tarder à démarrer, les 50 000 euros que j'avais pris. 760 euros à peu près de mensualité et je me dis il me faut une source de revenus stable et stable. Et c'est à ce moment-là que je vois un ami à moi qui démarre moi ça a toujours été des rencontres de toute façon dans ma vie, qui démarre dans le Airbnb. Et je vois, il me montre un petit peu ses revenus. Lui à l'époque il utilisait que Airbnb. Et je me dis ok, il y a un truc à faire. Je comprends que si je trouve un poste en tant que salarié, on peut me prêter de l'argent. Moi il me reste un peu d'argent en tout et pour tout 15 000 euros de ce que j'ai pu récupérer de mon dernière expérience entrepreneuriale. J'avais pas tout liquidé, heureusement d'ailleurs. Et voilà, c'est un peu dans ce contexte-là donc que je découvre l'immobilier, mais tout de suite avec cette vision d'apporter de la valeur. Moi, je suis un passionné d'hôtellerie et je suis plus un entrepreneur, je dirais. Alors, j'ai dû trouver, tu vois, un contrat de travail, etc. Je travaille dans la restauration, mais j'avais vraiment ce mindset entrepreneur et moi, dans ma tête, c'était ok, je vais acheter un bien, mais ce bien-là, je veux qu'il me génère assez de revenus pour pouvoir en vivre. Alors, au début, je me disais déjà pour moi, c'était un objectif extraordinaire. C'était si ce bien-là que je vais acheter peut me rembourser mon crédit, donc le crédit du bien, plus mon crédit étudiant, c'est extraordinaire. Et après, moi, je ferai d'autres choses à côté. Soit je continuerai mon job, ou soit vraiment, au tout départ, c'était l'objectif que je m'étais fixé. Parce que tout ce que je te partage là, tu te doutes bien que ça, c'était en 2020 que je prends la décision. La maison, je l'ai achetée en 2021. J'avais pas tout ça. Il y avait plein de formations immobilières, mais ça parlait pas de ce dont on va parler dans cette vidéo, ce que j'appelle l'immobilier 2.0. Donc, assez rapidement, je trouve cette maison, je vais pas m'attarder parce que sur la chaîne, si tu me suis pas, c'est un peu dommage. N'hésite pas à t'abonner. Mais sur cette chaîne, on en a parlé de la maison, même sur Instagram, je la documente. C'est toujours mon projet le plus rentable. Je pense que la grange qui va arriver va être bien plus rentable, mais pour l'instant, c'est toujours le projet que j'ai réalisé le plus rentable. Maison de ville, 56 mètres carrés. On est en Île-de-France. Produit assez basique, tout à refaire. Voilà. Là, je t'ai mis en screen l'offre de prêt que j'ai eu. Donc, tu vois, on est sur un projet global à 252 000. Moi, j'ai mis 14 000 euros d'apport ici.
Frais de notaire 11 700. J'ai mis en gros les frais de notaire plus les frais d'hypothèque, c'était pas une caution. Frais d'hypothèque plus frais de dossier. 140 000 euros d'achat, 96 940 euros de travaux. J'ai extrêmement bien fait de prendre plus large, ça on le verra après, mais c'est très important de prendre plus large que ce que tu as budgétisé. Ok, donc tu vois beaucoup de travaux, hein, 96 000 pour 140 000 euros de travaux, présentation du dossier en résidence principale. On en parlera après, mais moi à l'époque, quand je suis arrivé à la banque, j'ai pas du tout dit que ce que je comptais faire. On me dit voilà, c'est pour chez moi. Je venais de trouver un nouveau job, j'étais en période d'essai. Je leur ai dit voilà, c'était pour tout simplement prendre avoir mon indépendance, tout simplement, et acheter ma première résidence principale. Et c'est vrai qu'on était dans un contexte 2021, les taux étaient bien plus bas, c'était bien plus simple. On verra après, on parlera de scoring bancaire, mais en réalité, quand tu veux démarrer, que tu as vraiment cette volonté-là, bien évidemment que tu as la situation financière, il n'y a aucune raison que tu n'aies pas le crédit. Donc assez rapidement, la maison, pareil, je m'attarde pas trop dessus. Avant-après, donc salon séjour ici, canapé lit, donc c'est une maison 4 voyageurs, salon séjour, canapé lit, espace extérieur, bassin, on en parlera aussi dans les équipements très très importants, bassin qu'on a fait faire en dur, en maçonné, ok, et puis ensuite moi je suis venu installer des machines dessus, un blower, donc ça bulle, ça fait office d'un peu de jacuzzi l'hiver, c'est chauffé, et l'été les clients peuvent s'en servir comme piscine, une profondeur de 1,50 m. Et à l'étage, une suite parentale vraiment XXL. Ce que les clients adorent aussi dans cette maison, c'est cette suite avec une paroi sans teint ici qui est très sympa, etc. Là, je t'ai mis quelques chiffres pour que tu te rendes compte. Peut-être que tu as déjà été dans ce cas de figure. Tu vois, il y a une vidéo quand celle-là va sortir. La vidéo prochaine, ce sera une vidéo de témoignage avec un client qu'on a accompagné, Vincent. Et tu sais, quand tu as fini tous les travaux et que c'est ton premier bien, t'as qu'une envie en fait, c'est de démarrer. Et moi, si je te remets dans le contexte à ce moment-là, j'ai aucune idée de ce que ça va donner, clairement. Et bon, je fais des plans, je te montrerai après les plans que j'ai fait, etc. sur ce premier investissement. Mais moi, je sais pas. Alors, j'ai une confiance en moi, un petit peu innée, mais concrètement, je sais pas. Moi, j'ai l'artisan qui me dit, mais attends, on va pas faire un bassin ici, en plein milieu. Et puis, je lui explique, c'est pour de la location courte durée. Il me dit, mais qui va venir ici? Personne qui va venir ici. Il y a même pas d'hôtel. Il y a quelques hôtels dans la ville, etc. Mais il y a pas de centre d'intérêt. On n'est pas à Paris. Donc, qui va venir? Donc, pour te dire, voilà, je fais mon shooting, j'ai engagé énormément de frais, forcément, tu vois, dans le bassin, dans l'aménagement que j'ai fait à l'étage, j'ai créé vraiment un univers pour cette activité-là. Et je peux pas être sûr que ça va marcher. Première réservation, là encore, est-ce que c'était la réservation? C'était une demande de réservation. Ouais, c'était la réservation. 800 euros. Moi, j'avais mis, à l'époque, je savais même pas qu'on pouvait louer plus cher en week-end qu'en semaine. Donc, tu vois, j'ai mis 200 euros la nuit tout le temps pour démarrer. Et là, donc j'ai une première réservation 800 euros. Moi, les frais de service, je suis à 680. Donc, dis-toi bien que j'ai déjà payé 2/3 de mon crédit qui est sur cette maison et t'as un peu moins de 1000 euros. On est à 976 euros. Donc là, j'ai un premier déclic dans ma tête. En plus, il s'avère qu'on a démarré au mois d'août, beaucoup de demandes. Et là, voilà, les journées suivantes, tu vois, je t'ai remis les screens, 340 euros. Donc là, j'ai les clients qui me payent 400 euros. Moi, je touche 340, là 342, là 879 pour 3 nuits. Donc en fait, je comprends bien que mon crédit de 976, je vais pouvoir le rembourser assez vite. Là, pareil, 315. Là, on a même normalement, tu vois, 575. Donc ça, c'était un samedi de mémoire, du 20 au 21. Je me rappelle normalement, si je dis pas de bêtises, à vérifier, mais c'était une nuit d'un samedi, je pense. Donc tu vois, extraordinaire. Donc je comprends vite déjà que mes prix de 200 euros à la nuit étaient trop bas. Donc je remonte. Mais le pire dans tout ça, c'est que même moi, quand des clients me payent, je vois qu'ils payent 370, là 575, je les appelle. Comment ça s'est passé, etc. Ils sont bluffés et ils sont ultra satisfaits. Et c'est ça qui est encore plus dingue à cette époque-là. Là, je t'ai mis en screen des revenus du coup sur l'année dernière, 2024. On a 90 000 euros de revenus locatifs, 7 956 euros de ventes additionnelles. Alors là, on n'est pas sur l'intégralité des ventes additionnelles, on est sur les ventes additionnelles que je propose avant l'arrivée des clients. Ensuite, il y a tout ce qui est mini-bar, etc. Ça, c'est à part. On le verra tout à l'heure. Voilà, pour te donner un aperçu, je trouvais ça intéressant de pouvoir commencer par là, encore une fois concret, pour te remettre dans le contexte, parce que moi, j'ai pas de tonton ou de tata ou de papa ou de maman qui sont dans l'immobilier, moi, je suis allé, alors j'ai mes prédispositions, c'est-à-dire comme je t'ai dit, un peu entrepreneur, un peu tête baissée, donc je fonce pas mal. Quand j'ai mon intuition, j'arrive à l'écouter pas mal, et ça m'a jamais fait défaut. Mais à part ça, j'avais pas de connaissances particulières. Et toutes les informations, encore une fois, que je partage là, et ce que je peux partager à travers mon académie, où je mets en relation avec tous les professionnels, etc., j'étais bien loin d'avoir tout ça.
Petite parenthèse, et ça c'est intéressant qu'on l'aborde maintenant, tu vois, cette même opération, si je l'avais mis en longue durée, là je t'ai mis, c'est une maison que j'aurais louée à peu près en longue durée, ça se loue dans le secteur 1100, 1200 euros par mois. J'aurais fait bien évidemment moins de travaux, là je t'ai mis 60 000, peut-être j'aurais mis 50 000, ça m'aurait fait un cash flow net, donc mon loyer en locataire longue durée, moins les charges, taxes foncières et le crédit notamment, moins de charges, mais voilà, je serais à peu près à 200-300 euros. Ok. Location courte durée classique, j'aurais pu le faire aussi en location courte durée classique. C'est pour ça qu'ici je te parle d'IMO 2.0, c'est différent. Tu vois bien que l'aménagement que j'ai pensé, il est complètement différent. En location courte durée classique, pareil, hein, j'aurais mis moins de travaux, peut-être là en l'occurrence 60 000 pour faire un aménagement vraiment standard. J'aurais quoi, peut-être 750 euros par mois de cash flow après avoir payé mes femmes de ménage, etc. Donc, tu vois bien que en fonction un même bien avec une stratégie qui va être différente, bien évidemment, un bon emplacement, ça c'est important, on l'abordera après, mais tu vas pouvoir avoir des revenus qui sont complètement différents. Je te dis pas que l'immobilier 2.0 c'est le meilleur mode d'exploitation. Ça, c'est important pour moi de le préciser. C'est un mode d'exploitation qui si tu sens ce que je te dis, c'est aligné avec toi, que t'aimes le fait de faire vivre une expérience, d'avoir un logement qui soit unique et vraiment prendre du temps dans la conception et ouais, que ça te fasse plaisir de faire passer des vraies expériences aux gens, que tu sois content pour eux, que tu sois aligné tout simplement avec tout ce que je te dis. Si ça résonne en toi, c'est un mode d'exploitation qui clairement peut te permettre de générer des revenus qui sont colossaux dès ton premier logement. Et le but c'est ça, hein, c'est de pouvoir remplacer son salaire dès ta première acquisition. Petite parenthèse ici, après on va démarrer avec la première étape. Je précise aussi, moi je sais que sur cette chaîne, etc., on parle beaucoup d'argent. Je suis pas quelqu'un de particulièrement matérialiste, pas du tout. Je l'étais quand j'étais jeune. Et puis j'ai compris avec le temps, forcément, quand tu commences à avoir tes premières sources de revenus, etc., je me rends compte que si tu as un vide, c'est l'argent qui va venir le combler, clairement pas. Par contre, pour moi, l'argent, pour moi, c'est ni bien ni mal, c'est une énergie. Par contre, ce que m'a permis de faire l'immobilier, ça, clairement, ça n'a pas de prix. Ça m'a permis de tellement m'ouvrir les yeux. J'ai fait quelques vidéos, j'ai parlé de ma retraite au Pérou sur cette chaîne. C'est pas des sujets que j'aborde énormément, mais c'est une partie de ma vie qui est fondamentale et aussi importante que l'immobilier, le développement personnel, peut-être la spiritualité, toutes ces choses-là. Et clairement, c'est pour ça en fait que je documente tout ce que je fais là à l'heure actuelle. C'est pour vous transmettre cette méthode en fait. Bien évidemment qu'elle n'est pas faite pour tout le monde. C'est pour ça que juste avant je te disais si c'est aligné avec toi. Et ça c'est très important. Il faut que ça résonne en toi. Peut-être ce qui est aligné avec toi c'est la revente. Peut-être ce qui est aligné avec toi c'est même pas l'immobilier, tu vois. Mais en tout cas, ce véhicule-là, surtout en France, on a des conditions d'accès au crédit qui sont extraordinaires, qui sont pas du tout les mêmes que dans d'autres pays, même européens. Il n'y a pas de données interbancaires également en France. Ça, c'est quelque chose qu'on te dit pas, mais c'est un véhicule qui est extraordinaire. S'il est bien utilisé, vraiment, c'est un véhicule qui peut être extraordinaire et sans oublier que les biens nous appartiennent à nous. Donc, c'est aussi actif d'avoir ça dans son, entre guillemets, dans son portefeuille. Tu vois, moi, quand je veux bloquer une nuit, que ce soit pour ma famille, etc., ou pour moi, avec ma femme, ma fille, c'est trop bien. J'ai des biens qui sont vraiment super. Ça, c'était, on va dire, une longue introduction, même si il y a déjà eu pas mal de contenu. Donc, pour le plan, 6 étapes, 6 mois, 6 étapes. On commence par la préparation. Deuxièmement, le choix du projet. Troisièmement, recherche de biens. Quatrièmement, financement. Et dans le financement, on parlera un petit fiscalité. Cinquièmement, les plans et les travaux. Sixièmement, l'exploitation et l'optimisation une fois que ton projet est lancé. Donc, comme ce que je te disais, donc la préparation, là, on va vraiment parler de budget. La première étape, avant de penser à quoi que ce soit, ça va être de définir ton budget. Ton budget, c'est quoi? C'est ton apport, ta capacité d'emprunt. Ok, là je prends le cas de figure d'une personne qui souhaite investir. Si tu veux faire toi de la sous-location ou un business de conciergerie, bon, cette partie-là, première étape ne va pas te concerner. Par contre, tout le reste va te concerner. Donc forcément, première étape, je délimite mon budget, mon apport et ma capacité d'emprunt. Donc là, je t'ai mis un site par exemple comme Meilleur Taux, très simple. Bon là, je t'ai mis, voilà, tu tapes Meilleur Taux capacité d'emprunt sur Google, tu rentres ton salaire, tu rentres tes charges, ok, ça va te sortir ta capacité d'emprunt. Ce qu'il faut savoir pour la capacité d'emprunt, tu dois t'en douter, je vais pas revenir. Je pense qu'il y a des gens quand même qui sont un minimum avancés sur ma chaîne YouTube. Il y a deux possibilités pour le calcul de ton endettement. Soit c'est sur l'endettement pur, je dirais classique pour une résidence principale. Ok, tu gagnes 2000 par mois, tu as 800 euros de crédit pour ta résidence principale. Enfin, tu vas présenter ton dossier par exemple en résidence principale, tu vas avoir un endettement de 32%. Ok, c'est de l'endettement pur. Maintenant, quand on présente un dossier en locatif, c'est différent. On va prendre les loyers, donc les revenus que tu vas venir projeter sur ton opération. Majoritairement, on va se calquer sur des projections en longue durée. Ok.
Ça sera pas le cas quand tu auras de l'expérience comme moi, quand tu auras des bilans, parce que comme n'importe quelle activité professionnelle, généralement, on va demander 2 ou 3 bilans. Ok, ça va dépendre un petit peu de la flexibilité et de l'entente que tu as avec ton conseiller bancaire, ton directeur d'agence, ce que je te conseille. Mais voilà, grosso modo, on va prendre les revenus de ton opération locative, on va les pondérer à 70, 80 ou 90%, et on va venir faire simplement une différence par rapport au crédit, et de là va être calculé ton endettement. Donc rapidement, tu achètes un bien à 150 000, tu as un crédit qui fait 750 euros par mois sur 20 ans, dessus tu vas percevoir 1200 euros de loyer, sur les 1200 euros la banque va pondérer à 70%, elle va prendre 840, donc tu as 840 euros de revenus pour 750 euros par mois de crédit, ton endettement il augmente pas et même il diminue. Ok, donc c'est comme ça que des personnes arrivent à avoir 40, 50, 70, 90, 100 biens, etc. Même si arrivé après, il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en compte. Et assez rapidement, on dit souvent cash is king, parce que très rapidement, tu vas être capé. C'est soit tu vas t'associer avec quelqu'un qui a encore plus de fonds et plus de capacités, ou soit tu vas devoir mettre à un certain moment donné, revendre un premier bien, récupérer de l'argent pour investir je cherche mes mots. C'est pas de l'apport que je veux dire, c'est comment on appelle ça? L'épargne résiduelle, autant pour moi. C'est-à-dire que si tu as 1000 euros, par exemple, tu vas voir la banque, tu leur dis, écoutez, je veux financer ce projet-là, ça va me coûter 1000 euros par mois en crédit. Ok, la banque elle va te demander forcément un petit peu d'apport, mais elle va voir aussi l'épargne résiduelle qui va te rester une fois que tu auras financé ton projet. Imaginons que tu aies 50 000 euros de côté après avoir financé le projet. Bah, tu te doutes bien, là, tu as 1000 euros de crédit, la banque, elle se dit, bon, s'il ne me rembourse pas pendant un an, ça va lui coûter 12 000 euros. Là, le gars, il a 50 000 de côté. Bon, il a de l'épargne résiduelle, entre guillemets, on peut voir venir. Donc, c'est pour ça qu'on dit cash is king, c'est parce que l'argent, même si on s'en sert pas comme apport, avoir de l'argent sur son compte, c'est super, super important pour nos amis, les banquiers. Voilà, donc l'apport, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Est-ce qu'il faut toujours en mettre? Moi, je parle de 10%. Grosso modo, ce qu'on va te demander, généralement, c'est 10% du prix d'achat. Ça va venir couvrir les frais de notaire et les frais annexes comme les frais de dossier, les frais de banque, frais d'hypothèque. Si tu veux être vraiment confortable, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir 10% du montant global de ton projet. Là, si je reprends ma maison, en l'occurrence, ça aurait été d'avoir 25 000 euros de côté, puisque je t'ai dit que le projet global était à 250 000. Moi, c'est pas ce que j'ai eu, c'est pas ce que j'avais 10% du prix d'achat. En l'occurrence, c'est ce qui m'a été demandé, 14 000 euros pour 140 000 euros d'achat. Je sais qu'il y a beaucoup d'infos, j'espère que tu me suis, mais bon, le but, c'est de rentrer concrètement. Donc là, obtenir un prêt sans apport, effectivement, tout va dépendre de ton scoring. Il y a plein de gens qui vont te dire, ouais, moi, je suis financé sans apport, etc. Si tu demandes un financement pour 200 000 euros, mais que toi, tu as 150 000 euros de côté, bon, tu vois, la banque, c'est un gestionnaire de risque. Bien évidemment que tu seras ultra favorisé. Là, je t'ai mis un petit tableau, tu pourras le prendre en photo, mettre pause. C'est intéressant. En fait, quand tu arrives à la banque, tu es noté. Ok, tu as un scoring, je vais pas tout commenter, mais en fonction de ta situation, tu vas être noté. L'endettement, tu vois, si t'es à moins de 20% d'endettement, t'es à 5 sur 5. Si t'es à plus de 40, t'es à 1 sur 5. Donc, tu vois, c'est pas parce que t'es déjà à plus de 40% d'endettement que tu peux pas être financé. En tout cas, tu sais que dans cette case-là, tu seras à 1 sur 5. Maintenant, si sur tout le reste, t'es à 1 sur 5, forcément, c'est pas super. Tu vois même que si tu as un projet qui n'est même pas rentable, donc qui demande un effort d'épargne, imaginons la banque pondère à 70% tes loyers et se rendre compte que ça fait moins que le crédit que tu auras, donc ça va te demander un effort d'épargne, ça va augmenter là ton endettement, mais même si ton projet n'est pas rentable, tu vas avoir une banque qui te finance en fonction du reste. Donc ça, je vais pas tout commenter. L'apport, tu vois, on est là quand tu es à aucun 1 sur 5, plus de 30%, tu es à 5 sur 5. Le tout, encore une fois, c'est de savoir où tu te situes. Ok, comme ça, tu te fais pas d'illusions. Si toi, tu es dans 1 sur 5 sur toutes les cases, bah déjà, tu essayes de voir ce que tu peux faire pour modifier ta situation. Et ensuite, tu passes à l'action, tout simplement. Donc voilà, l'apport, là, c'est ce que je t'ai dit sur le premier. Sur la deuxième opération, 12 000 pour 165 000. Donc on est prêt à 7%. Voilà, on tourne dans ces eaux-là. Maintenant, là, à l'instant T, rapidement, si tu n'as pas d'épargne, qu'est-ce que tu peux faire? Bon, crédit conso, je sais qu'il y a plein d'investisseurs, c'est aussi la réalité du terrain qui utilisent ça. Prendre un crédit pour financer un autre crédit, c'est pas forcément ce que je peux te conseiller, même si moi, l'argent restant provenait d'un crédit étudiant. C'est pas quelque chose que je peux conseiller, moi, en tant que formateur, en tant que personne qui accompagne des personnes. Maintenant, c'est la réalité aussi du terrain, la love money, donc la famille, les amis, les proches qui peuvent avancer. Et l'association. L'association, je sais qu'au départ, c'est forcément pas évident parce qu'on n'a pas fait ses preuves. Et surtout que si tu veux partir sur un projet aussi atypique que celui-là, entre guillemets, moi, je sais que je voulais pas être dérangé. J'ai ma vision.
Tu vois, j'aimais donc au début trouver un partenaire, si c'est quelqu'un de très proche, un frère, une sœur, voilà, quelqu'un de ta famille. Bon, faut qu'ils comprennent ta vision. Maintenant, quand tu as fait ton premier bien et que tu as tes chiffres, tu vas voir que trouver des partenaires qui ont de l'argent, qui sont salariés mais qui n'ont pas le temps de pouvoir gérer toute cette activité, la recherche de biens, etc. Il y en a plein. Après, voilà, l'association, on pourra en parler pendant des heures. Il y a plein de choses à dire sur ça, mais voilà les possibilités. Maintenant, donc une fois que ça c'est fait, toujours dans cette première étape de préparation, on va se fixer un objectif clair. Donc, je reprécise, là, normalement, tu es censé avoir délimité ton enveloppe globale. Peut-être 150 000, peut-être 200 000, 250 000, 500 000, etc. OK. L'enveloppe que tu vas pouvoir allouer au budget. Là, je t'ai pris un exemple. Je veux arriver à 5 000 euros par mois net avec mon activité. Je sais que j'ai une capacité d'emprunt. Je vais pas dire capacité d'emprunt, j'ai un budget global à 150 000. Donc, peut-être une capacité d'emprunt de 140 000. Un apport potentiel que je peux mettre de 10 000. OK. L'objectif de renta, 15% par an. Ça me fait 22 500 euros par an, 1875 euros par mois, par logement, 250 000 euros. OK. Donc, grosso modo, pour arriver à mon objectif, 1875 euros, il me faudrait à peu près 3 biens, là, dans le cas de figure. Là, je vais te montrer un calculateur, nous, qu'on utilise, qui te permet encore une fois d'y voir beaucoup plus clair. Et ça, c'est à faire avant même de démarrer la recherche de biens. C'est pour ça que je démarre par là et que je le mets dans l'étape de préparation. J'ai 150 000, je veux viser 15%, ça me fait 22 500 par an, 1875. Dans notre activité, il faut savoir que grosso modo, tu dois tourner aux alentours de 40% de charge, donc 60% de marge. Ce qui fait que pour générer 1875 euros de cash flow net avant impôt, ok, je dois générer un chiffre d'affaires mensuel de 3125 euros. Qu'est-ce que ça veut dire 3125 euros? Maintenant, je décompose. Mon objectif, c'est d'arriver à un prix à la nuit. 3125 euros avec un taux d'occupation de 80%. Ça me fait un prix moyen par nuit de 130 euros. Ça, c'est ce que moi, je dois toucher. OK. Maintenant, là, on a rajouté les commissions, Airbnb Booking. Donc, mes clients doivent être prêts à me payer 150 euros avec un taux d'occupation de 80% pour que je réalise 15% de renta sur un logement à 150 000 euros. Ça, pourquoi c'est un indicateur qui est important? Ce chiffre ce prix à la nuit, c'est quelque chose que tu vas devoir garder tout au long de ton process. Dans la recherche de biens, dans le choix de tes équipements, dans l'aménagement, etc. Et toujours te dire, OK, si je pars là-dedans, est-ce que mes clients ils sont prêts à me payer ce prix-là? Quand tu vas faire ton étude de marché, OK, pour ce prix-là, 150 euros la nuit, quelle est la valeur qui est apportée par mes concurrents? OK, comment je vais faire 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois mieux qu'eux? OK, qu'est-ce qu'attendent les clients dans cet emplacement pour ce prix à la nuit-là? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire dès le départ. Là, je t'ai mis un exemple, par exemple, sur est-ce que c'est sur ma maison ou sur mon appartement? C'est sur ma maison. Donc là, avec les différentes charges, pareil, je vais pas les commenter, mais on arrive à, tu vois, 59% de marge. C'est à peu près ça. Ça varie en fonction des mois, mais là, avec une activité qui est, bien évidemment, je précise, 100% déléguée. OK? Société de ménage, service client, là, entretien piscine, etc. Donc vraiment une société, enfin, une activité 100% déléguée. Moi, j'ai plein de clients, tu vois, qui ont arrêté leur job. C'est le cas de Vincent. Là, la vidéo qui va sortir juste après celle-ci. Lui, il était salarié, il a lancé son activité. Maintenant, il gère sa maison, en fait. Tu vois, il voulait pas particulièrement continuer son job dans lequel il n'avait pas forcément de sens. Donc, il a décidé tout simplement d'arrêter son job et de gérer. Donc là, en l'occurrence, tu vois, si je gérais moi-même le ménage, moi, je l'économiserais 1512 euros par mois. Donc, c'est quand même assez conséquent. Dernier détail clé là dans la préparation, l'assainissement de tes comptes bancaires, forcément. Quand tu vas avoir une banque qui n'est pas la tienne, je précise bien évidemment qui n'est pas la tienne, ils vont te demander tes 3 derniers relevés. Ok. Donc, tout ce qui est découvert irrégulier, crédit consommation, dépenses paris sportifs, boîte de nuit, un reste à vivre qui est pas assez important. Si tu gagnes 2500, c'est bien, mais s'il te reste 30 euros à la fin du mois, c'est pas bon. Ok, donc sur les 3 derniers mois, c'est vraiment ton CV. Il n'y a pas de données interbancaires. Encore une fois, je le reprécise. Donc c'est vraiment ce que la banque va savoir de toi sur en fait la manière dont tu vis entre guillemets. Tu sais, eux c'est juste des chiffres, ils rentrent, c'est des algorithmes, tout ça. Donc mais toutes les chances de ton côté. Si il faut attendre 3 mois pour que tu aies des comptes qui soient clean, attends 3 mois. On parle de gros montants, on parle de gros crédits, tu vois, ça va avoir un impact sur plusieurs années. Donc ça, clairement, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, si nécessaire, prends le temps. L'étape 2, le choix de ton projet 2.0. Je vais boire un peu d'eau, si tu me le permets. Il y a beaucoup d'infos, mais c'est un kiff. Tu me diras dans les commentaires si c'est un format que tu aimes bien. Je sais que c'est peut-être un peu moins visuel, forcément, quand je tourne des vidéos avec la caméra, etc. Mais en termes de fond, je pense que c'est pas mal. Les 2 règles.
pour le choix de ton projet. Et ça, c'est très important. Ça, c'est encore une fois avant de démarrer la recherche de biens. J'ai plein de gens qui m'appellent, ouais, Camille, mais attends, mais moi j'ai déjà trouvé un bien, etc. Je lui dis, mais tu sais pas de quoi tu parles en fait. Tu as trouvé un bien, mais déjà pour quel mode d'exploitation? Quand tu veux faire, il me dit, ouais, mais moi je veux générer 2 000 à 3 000 euros par mois. Ok, je comprends bien. C'est un mode d'exploitation bien particulier. Ok, quand tu vas faire ton étude de marché, quand tu vas penser à l'accessibilité de tes voyageurs, etc. Tout ça, c'est des choses que tu dois penser en amont, bien évidemment, avant même d'avoir démarré ta recherche de biens. Donc, les 2 règles d'or ici, on a déjà parlé sur la chaîne, l'emplacement et la valeur que tu apportes. Là, on va parler d'emplacement. Typiquement, sur ma première maison, tu vois, je t'ai listé quels sont l'avatar client que je reçois le plus. J'ai les couples, j'ai les groupes d'amis, famille, voyageurs solo, corporate. Donc là, c'est tout ce qui est shooting, petits événements, plein de marques qui sont venues tourner des clips, des shootings, j'ai eu pour de la lingerie, des pyjamas, plein de choses, et des touristes que je mets en dernier parce que j'en ai pas plus que ça. Moi, c'est majoritairement des gens qui habitent en Île-de-France pour venir vivre une expérience. J'ai même des gens qui habitaient déjà à moins de 500 mètres de chez moi, qui sont venus chez moi pour te dire à quel point ils viennent pour l'expérience. Ça, c'est important de le souligner. Ces personnes-là, avant que j'avance, pour synthétiser, où est-ce qu'ils se trouvent toutes ces personnes-là à proximité des grandes villes? Il faut que tu réfléchisses comme un hôtel, et je vais te montrer après les indicateurs qui sont intéressants, mais il faut que tu réfléchisses comme si tu ouvrais un hôtel, comme si tu ouvrais un commerce. Okay, c'est un business physique. Et l'emplacement, faut pas forcément que tu aies une logique d'aller au prix au mètre carré les plus bas. C'est pas cette logique-là qu'il faut suivre, comme si tu faisais de la location longue durée traditionnelle. Nous, c'est pas cette logique-là. Tu vois, l'Île-de-France, par exemple, c'est un secteur qui est pas bon pour de la LLD, tu vois, à moins d'acheter un immeuble, mais là, il faut avoir des fonds assez conséquents. Mais si je vais faire de la location courte durée, j'irai à Troyes, j'irai à Tours, j'irai à Orléans. Tu vois, j'irai dans ces villes-là où il y a de la demande locative et où les prix au mètre carré sont beaucoup plus faibles. L'Île-de-France, par contre, moi, c'est un secteur que j'adore dans mon mode d'exploitation parce qu'il y a beaucoup trop de demandes. Il y a énormément de monde. Tu vois, on a plein de points d'intérêt. On a le château de Versailles, on a la Tour Eiffel, bien évidemment. On a Disneyland Paris, on a Charles de Gaulle, on a Orly, on a le parc Astérix. Tu vois, on a plein de centres d'intérêt qui sont énormément visités. Donc, emplacement intéressant. Petite parenthèse ici, les personnes qui vont te dire, ok, je fais une love room, je fais une cinéma room, je vais dans une ville qui a 1 heure des grandes villes, là où ça réglemente pas, etc. Est-ce que c'est intéressant? Oui, à court terme. Encore une fois, c'est ma vision. À toi tu prends ce qu'il y a à prendre dans cette vidéo. Quand un futur concurrent fera mieux que toi, le même concept que toi, mais qui sera lui plus proche des grandes villes, tu penses que les clients vont aller où? Parce qu'ils vont faire 1 heure de route pour aller chez toi, s'ils ont la même proposition de valeur, potentiellement pour le même prix, plus proche de là où ils sont. Il n'y a pas de secret. Alors, je dis pas que d'aller dans des secteurs reculés, c'est pas une bonne idée. Si ton concept, entre guillemets, comment expliquer ça? Si tu veux faire si tu faire vivre, par exemple, une expérience de déconnexion. Ok, ça c'est c'est un segment de marché qui est énorme, surtout avec c'est clairement dans l'air du temps. Les gens vont de moins en moins bien, ils ont besoin de se déconnecter. Et il y a plein de si tu te balades sur Airbnb, tu utilises le filtre tendance, c'est un filtre qu'il faut utiliser dans tes recherches. Comme ça, tu peux regarder, tu verras que tous les logements qui ressortent, en fait, c'est les logements qui font vivre une expérience. Et tous ces séjours un peu de déconnexion à la nature, avec des upsells qui sont bien pensés, etc., balades en forêt, toutes ces choses-là, bien évidemment que ça nécessite pas un emplacement en pleine Île-de-France. Logique. Là, tu peux t'excentrer. Tu peux aller à 30 minutes, 3/4 d'heure, 1 heure, tu vois. En plus, si tu as une belle vue, si tu as un lac, etc., tu peux faire une expérience qui va faire en sorte que les gens vont revenir. Maintenant, si tu fais une love room, comme on entend tout le temps dire, ça, des love rooms. D'ailleurs, ça veut tout et rien dire. Moi, les gens me disent, mais ta maison, c'est une love room. Non, tu vois, je t'ai listé tous les avatars clients qui viennent. Il n'y a pas du tout que des couples. Pas du tout. L'idée, c'est pas de te nicher dans un thème particulier. Fais quelque chose de large. On parlera après du shooting photo. Et dans ton shooting photo, si tu veux faire en sorte que les couples se ressentent, tu fais une décoration spéciale. Mais tu vois, là, c'est clairement, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Je vais pas aller plus loin, mais voilà. Donc apprendre avec des pincettes. Quand on te dit investir dans des petites villes, etc. Apprendre avec des pincettes. Donc comment vérifier si un emplacement est intéressant? Je t'ai parlé de la présence d'hôtels. Ok, regarde les hôtels. Est-ce qu'il y a des hôtels premium? Ok, les hôtels dépensent des études folles dans les études de marché. Forcément, quand tu as 30, 40 unités dans un même endroit, il faut que tu t'assures qu'il y ait de la demande. Tu t'en doutes. Et eux, ils investissent pas comme ça. Donc, s'il y a des hôtels premium, c'est très intéressant. Quels sont les tarifs? Quels sont les équipements? Pareil pour les centres d'intérêt, tu vois. Tu utilises ChatGPT. Nous, au sein de l'académie, on a un prompt qu'on utilise qui nous permet d'avoir très rapidement toutes ces données-là, toutes les données assez factuelles. Mais voilà, là, j'ai pris l'exemple de la Bretagne. Tu vois, c'est intéressant quand même de savoir quels sont les centres d'intérêt les plus visités.
Ok, comme ça, je peux voir, je peux faire mes recherches pour mon étude de marché, ça va énormément m'aider. Je t'ai mis un bon emplacement, ne suffit pas. Forcément, je t'ai parlé d'emplacement et de valeur. Là, je vais te montrer l'exemple le plus parlant. J'avais un appartement de base dans lequel j'étais locataire, que j'ai racheté après, que j'avais décidé, puisqu'à l'époque, je voulais aller vivre chez ma copine, qui est maintenant ma femme. Je m'étais dit, allez, je vais le mettre en sous-location Airbnb. Donc, j'ai fait des petites photos, un petit peu comme ce que je voyais qui se faisait sur le marché. Et je l'ai mis à louer. Avant, cet appart-là, il faisait à peu près entre 1005 et 1008 de chiffre d'affaires. Moi, c'est moi-même qui faisais le ménage, pour te dire. Ok. Et il restait entre 350, 550 euros de bénéfices nets. Et encore une fois, c'est moi-même qui gérais le ménage. Donc, je venais. Alors, heureusement, c'était pas que du nuit, là, pour le coup. On était sur un business model différent. Enfin, loc, courte durée traditionnelle. Mais c'est moi qui gérais le ménage. Et tu vois, autant te dire qu'il me restait pas grand-chose. Ce même appart, maintenant, je vais te montrer. Hop. T'as déjà dû le voir sur la chaîne si tu me suis, hein, mais voilà à quoi il ressemble. On a fait un peu plus de 20 000 euros de travaux, d'aménagement, etc. dedans. Ce même appart-là, il génère entre 2005, là je t'ai mis entre 2005 et 4000, ça dépend en fonction des mois. Et là, tout est délégué. Tout est délégué. Et quelque chose qui est intéressant à prendre en compte, c'est que tu vois l'impact de 22 000 euros sur un crédit sur 20 ans. En l'occurrence, là, je sais pas si j'ai pris 20 ans ou 25 ans pour l'exemple, mais on est sur des chiffres très similaires. Ça me rajoute 100 euros par mois. Ok. Donc je suis passé de 100 euros par mois. Moi, ça me coûte en plus quand je l'intègre dans mon crédit travaux pour financer tout ça. Et par contre, je passe de 300 à 500 euros de bénéfices à 2005 à 4000 avec une activité déléguée. Donc l'emplacement est le même. Hein. Tu vois, c'était un bon emplacement. On est à proximité de Disneyland, c'est un très bon emplacement. Mais s'il n'y a pas la valeur qui va avec, encore une fois, je t'ai dit, on ne fait pas de l'immobilier, on fait de l'hospitalité. S'il n'y a pas la valeur qui va avec, c'est vraiment deux choses qui sont indissociables. Tu prends un bon emplacement et t'apportes de la valeur, vraiment. Troisième étape maintenant, on va enchaîner direct. Recherche de biens. Donc, avant toute chose, là, je vais avoir une partie qui peut être un peu chiante pour certains, mais réglementation, forcément, très intéressant. Avant même de commencer, il faut que tu saches un petit peu c'est quoi les réglementations qui sont liées à la location courte durée pour savoir si un projet est intéressant dans telle ville ou pas. Tu vois, donc très important. Et ce que je te partage là, 95% des gens ils se lancent parce qu'ils se lancent en faisant juste du Airbnb en fait. C'est juste je veux faire du Airbnb, donc forcément tu te doutes qu'ils se cassent pas autant la tête. Mais nous, ça nous donne un avantage concurrentiel quand on a toutes ces données-là. Là, je vais pas rentrer dans les détails, hein, forcément, sinon la vidéo elle s'en sortira pas. Mais je t'ai mis 5 façons d'exploiter un bien en LCD toute l'année. Premièrement, tu peux aller dans une ville qui réglemente pas. Ok, donc là tu peux louer toute l'année. Deuxième possibilité, ta ville elle demande un changement d'usage. Ok, donc là ça dépend des villes. Il y a des villes c'est 1 an, il y a des villes c'est 2 ans, il y a des villes c'est 3 ans, renouvelable une fois, renouvelable 2 fois. Ça dépend vraiment de ta ville. Troisième possibilité, c'est que la ville demande un changement d'usage. Tu as la ville de Nice, par exemple, de mémoire. On accompagne un client à Nice. Je crois qu'il m'avait dit que c'est 2 par personne physique. On peut en avoir 2 par personne physique pour une durée de 1 an ou 2. Je sais pas. Donc ça, c'était pour la ville de Nice. Et le changement d'usage, il peut être soumis à compensation, comme ça a été le cas à Paris. C'est toujours le cas d'ailleurs à Paris, je crois. Et comme c'est le cas dans pas mal de grandes villes, quand c'est soumis à compensation, tu as 2 possibilités. Soit tu vas compenser, mais c'est très compliqué. Il va falloir que tu achètes un local commercial, tu le bascules en habitation pour venir compenser. Très compliqué dans un certain rayon donné. Autre possibilité, ça va être d'acheter de la commercialité. Et là, en l'occurrence, avec le client qu'on accompagne à Nice, c'est ce qu'on fait. Donc là, il a payé. La commercialité, c'est un prix que tu payes au mètre carré qui te permet d'avoir l'autorisation de louer ensuite à vie ton appartement en location courte durée. Donc là, tu as des tiers qui existent, qui revendent tout simplement cette commercialité. Il faut trouver des opérations qui seront concordantes. Ça va pas être le but de cette vidéo-là. On pourra en parler plus en profondeur sur une autre vidéo. Mais voilà, tu as cette possibilité, achat de commercialité. Dans les villes qui demandent une compensation, tu peux acheter un local qui est directement commercial, en vérifiant que la sous-destination est bien OK par rapport à notre activité. Et l'autre possibilité, c'est de faire un changement de destination, comme moi ce que j'ai fait dans la grange où j'ai acheté. La grange qui était en agricole de base, qui avait été passée en habitation, et moi je suis passé d'habitation à commerce pour pouvoir exploiter mon logement à vie, tout en sachant qu'on était dans une ville qui de base ne réglementait pas quand j'avais acheté, maintenant qui est en train de mettre en place un procédure de changement d'usage pour les biens qui sont en habitation classique. Donc effectivement, quand tu fais un changement de destination en commercial, là tu peux exploiter ton logement à vie. Voilà. Autre chose, effectivement, c'est les copropriétés. Moi, je te parle du cas de figure là je parlais pas là, je parle vraiment de la réglementation de la ville. Maintenant, il y a règlement de la copropriété si tu investis en copro. Donc là, clause d'habitation bourgeoise, exclusive ou non. Il faut vérifier également dans l'état descriptif de division la nature et l'usage des lots que tu veux acheter.
très important. La copropriété, pourquoi ça peut être délicat? C'est que le règlement, il peut évoluer. Ok. Pour moi, au vu du nombre de passages que j'ai, c'est plus des projets sur lesquels je me redirige. Tu vois, la Grange, c'est un projet que j'adore, et les maisons de ville également, c'est parce que t'es pas en copro, t'as plus de flexibilité en fait. Tu déranges moins les gens. Et nous, on est sur des. Tu verras, si tu respectes bien ce que je te dis, tu auras 25 à 30 passages dans le mois, vraiment. Donc c'est pas une usine, mais tu vois, c'est un vrai commerce physique. Comme ça ne devrait pas à l'idée d'ouvrir un barbershop, comme je dis souvent, dans un immeuble au 4e étage, ce qui paraît logique. Tu vas faire chier tout le voisinage. Donc là, je t'ai mis, tu vois, sauf grosse affaire, moi je préfère éviter. Maintenant, par exemple, un client qu'on a accompagné, Tony, a fait un changement de destination en copropriété. Il a eu l'aval de sa copropriété, il a fait réunir une AG. Et c'est OK. Il a une activité qui tourne très bien. Donc ensuite, il faut voir l'accessibilité aussi en fonction de ta copro. Est-ce que tu as une entrée sur rue, etc. Petite parenthèse avant de démarrer la recherche de biens. Maintenant, quel type de bien rechercher? Ça, c'est très important. Normalement, à cette étape-là, bon, dans C+, je répète un petit peu, mais tu as ta capacité d'emprunt, tu as ton budget global, tu as défini ton prêt à la nuit, tu comprends la réglementation. Il y a tout un sujet aussi dans l'académie, nous, qu'on traite avant de démarrer la recherche de biens par rapport au choix de ton projet. Donc là, avec les books, etc., moi, je demande à mes clients de commencer à préparer des books de logements qui leur parlent, etc. C'est très important parce qu'une fois que tu auras trouvé le logement, ça va aller beaucoup plus vite. Maintenant, là, dans ces différents slides, je t'ai mis différents types de projets que j'ai sondés en plusieurs catégories. Ça va dépendre notamment aussi du budget que tu as à ta disposition. Appartement, local, commercial. Là, je t'ai mis quelques exemples. Bon, c'est pas forcément, voilà, mais avantage, bon, forcément, ça, tu peux en trouver partout. Beaucoup plus simple à mettre en place. En 1 mois ou 2 mois, tu t'as fini les travaux. La disponibilité et tu peux avoir des emplacements qui sont attractifs puisque tu peux être très proche des centres d'intérêt. Les inconvénients, la copro, voisinage, forcément, moins atypique également. Il faut comprendre que plus il y a de barrières à l'entrée, ce que je dis souvent, comme ma grange, il y a énormément de barrières à l'entrée, j'ai des démarches administratives à faire, j'ai beaucoup plus de travaux à gérer, mais par contre, j'arrive avec un produit derrière où j'ai moins de concurrence, tu vois. Il faut toujours trouver le juste milieu. C'est sûr que sur un appartement, il y a moins de barrières à l'entrée, donc potentiellement plus de concurrence. Qu'est-ce que je t'ai mis? Bon, ça, on en a parlé. Effectivement, isoler phoniquement au maximum, forcément, c'est important. Avant d'acheter, de bien communiquer avec tes voisins, avec le syndic, ne pas te fier à ce que l'agent immobilier dit, ok, bien vérifier la réglementation, bien vérifier qu'il n'y ait pas des propriétaires Airbnb qui sont déjà en train de rendre fou toute la copro, parce que toi, tu vas arriver, même si tu fais bien les choses, bah, tu vas être pénalisé en fait. Tu vois, s'ils interdisent, ça sera pas à cause de toi, ça sera à cause de personnes qui gèrent mal. Donc c'est important de prendre la température et également l'accessibilité. Il y a des appartements qui sont très intéressants, tu vois, avec rez-de-jardin, avec une entrée directement sur rue. Et c'est pour ça d'ailleurs les locaux commerciaux, tu vois, c'est en copropriété, hein, mais tu as des salons de coiffure, tu as plein d'activités qui dérangent pas le reste parce qu'ils sont beaucoup plus isolés. Donc c'est des projets qui peuvent être intéressants. Deuxième projet, maison de ville, entre 50 et 80 mètres carrés, je dirais. Bon, là, j'ai mis une maison qui est assez grosse, mais c'est assez intéressant de voir. Jacuzzi à débordement, c'est un équipement qui est très intéressant, qu'on retrouve encore très peu. Là, il y a carrément une piscine intérieure, sauna, hammam, etc. L'avantage de la maison de ville, pas de copro, tu as un produit qui est assez unique, tu as une valeur perçue qui est bien plus haute que pour un appartement, alors que les prix au final de projet fini, là, tu vois, je t'ai dit 250 000. En Ile-de-France, c'est à peu près ces eaux-là. Tu peux acheter une maison à peu près aux alentours des 150, tu mets plus ou moins 100 000 euros de travaux, tu as un projet fini à 250, tu peux le louer 250, 300, 350, 400 euros la nuit, tu vois, avec un petit bassin, avec les bons équipements, bien évidemment. Donc, une valeur perçue qui est très, très, très élevée. Là, je loue pas un simple appartement, je loue une villa. Donc, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que je t'ai mis là? Les inconvénients. Projet plus long, travaux forcément plus coûteux, ça peut être un peu plus technique, et des stationnements également sur les maisons de vie qui peuvent être limités. Maison pour les groupes, bon, je vais passer assez vite parce que sinon ça va être très très long, mais maison pour les groupes, très forte demande, forcément. Là, on est sur un type de projet, je dirais, tu te mets à proximité des grandes villes, tu accueilles 12, 14, 15, 16 voyageurs, tu crées pas seulement de la location, mais vraiment une expérience, c'est-à-dire que tu accueilles des événements, enterrement de vie de jeune fille, anniversaire, tu crées tout un package autour de ça avec des upsells qui peuvent être faits quasiment en illimité. Très peu de concurrence, on a des années-lumière de ce qui se fait aux États-Unis. Avec plein de jeux, plein d'équipements, etc. Ça, c'est des projets qui sont également très très intéressants. Plus coûteux forcément. Il va falloir que tu gères tout ce qui est gestion, parce qu'accueillir 14 voyageurs, c'est pas la même chose qu'un accueillir 2 ou 4 en termes de gestion, en termes de suivi quotidien, en termes de nuisance, de dégradation, dépôt de garantie, etc. Donc forcément, la réglementation également. Si tu dépasses un certain nombre de personnes que tu vas loger, tu vas passer en ERP. Là, ça va nécessiter d'autres choses.
faut que tu trouves le bon emplacement, ok, par rapport au voisinage, etc., aux possibilités également de stationnement. Bon, forcément, tous les inconvénients que je cite dans chaque projet, en réalité, ça peut ne pas en être, ça dépend de toi, en réalité. Les granges, là, je t'ai mis les plans de ma grange, projet qui devrait voir le jour fin d'année, j'espère. Donc là, comme je te disais, c'est des projets atypiques, tu as beaucoup de volume, tu peux faire vraiment ce que tu veux. Tu vois, là, on a une hauteur sous plafond qui est dingue, donc on a vraiment, nous, on vend une expérience dans notre business model. Et clairement, tu vois, ça s'apparente beaucoup plus à une expérience que dans un appartement, forcément. Là, les inconvénients, c'est à peu près pareil, hein. Démarches administratives, les travaux. Forcément, plus les travaux, ils vont représenter une part importante de ton prix d'achat. Imagine que ton prix d'achat, c'est 180 000 et que tu as 200 000 euros de travaux. C'est des projets qui sont plus durs à financer. C'est assez simple, la banque, c'est un gestionnaire de risque. Donc, si tu le fais financer par un banquier, lui, il sait pas ce que tu vas faire des travaux. Même si tu vas lui présenter un devis précis avec des décennales, etc., ça laisse quand même une part d'incertitude. Tu vois, il sait pas à quel point tu vas bien gérer, toi, les travaux. Donc, forcément, plus la part de travaux est importante par rapport au prix d'achat, et plus c'est des projets qui peuvent être techniques à financer. Maintenant, impossible, pas du tout. Et maintenant, tu as les projets plus atypiques. En termes de rentabilité, là, on peut pas faire plus rentable parce que là, tu es sur des projets finis qui peuvent être à 50 000, 100 000, 150 000 avec des prix à la nuit. Tu vois, typiquement, est-ce que je t'ai mis d'autres projets ça, un projet comme ça, c'est un truc que tu peux louer à proximité de grande ville, 200, 250, 300, 400 euros la nuit, tu vois. Et ça, c'est un projet fini qui peut te coûter 150 000 euros. Achat du terrain plus construction. Donc là, pareil. Là, on a, tu vois, une bulle. Typiquement, une bulle comme ça. Alors là, c'est pas du tout le plus haut de gamme que tu peux faire. Tu as des bulles maintenant qui font 40, 50 mètres carrés. C'est des projets finis pour donner un ordre d'idée. Alors, je parle que de l'achat de la bulle, 50 mètres carrés, avec tout l'aménagement intérieur, la climatisation au sol, etc. Tu arrives à peu près à 50 000 euros avec baignoire balnéo, jacuzzi extérieur, etc. 50 000 euros. Et à proximité des grandes villes, avec un bel emplacement, une belle vue, un beau package, des beaux upsells, une belle expérience, 300, 400 euros la nuit. Tu vois. Donc, en termes de rentabilité, c'est dur de faire mieux. Entretien, les contraintes réglementaires, l'entretien, je t'ai mis effectivement, on a vu le cas de figure, le nettoyage d'une bulle, une personne qui est dans une zone assez sableuse, qui avait beaucoup de mal. À chaque fois, c'était très contraignant de laver, notamment l'extérieur, parce que ça montait très haut. Gestion logistique, effectivement, il faut que tu trouves des artisans spécialisés. Et le financement, effectivement, bon, plus risqué pour les banques. Donc là, tu seras plus sur une activité professionnelle, peut-être avec un pourcentage d'apport un peu plus important et une durée de financement plus longue. Dernier point, dans cette étape, l'importance d'investir proche de chez soi, c'est ce que je te l'ai mis. Si tu débutes, ça n'a aucun intérêt si tu habites à Strasbourg de vouloir investir à Nice. Ok, surtout si tu n'as pas de réseau à Nice. Si tu as ta maman qui habite à Nice, ok, tu as trouvé une affaire et que tu as un réseau d'artisans, ok, pourquoi pas. Mais peu importe où tu te situes à l'instant T, tu as toujours à moins d'1 heure en voiture, et je dis bien à moins d'1 heure, pas 1 heure et demie, à moins d'1 heure en voiture, un secteur qui sera extrêmement intéressant pour notre business model. Vraiment, ok. Et surtout quand c'est ton premier projet, tu auras beaucoup d'allers-retours. Il va falloir que tu fasses le suivi de chantier, l'ameublement. Au début, il va falloir que tu testes les équipes de ménage, etc. Le plus simple, c'est de démarrer proche de chez soi. Voilà. Maintenant, comment trouver les biens comment trouver des biens effectivement viables. Je vais passer assez vite sur ça. Là, toujours dans l'étape de recherche de biens. Premièrement, tu mets en place, ça, c'est quelque chose que je conseille tout le temps. Et moi-même, tout ce que je te dis là, je l'applique. Un dossier qui va récapituler ta recherche. Donc, concrètement, ce que tu recherches, ce dossier-là, tu vas le donner à tous les agents immobiliers des villes qui t'intéressent. Ok. Et là, tu vas leur faciliter le taf. Ton état civil, ce que tu recherches, ton budget, ton emplacement, ton profil emprunteur également, c'est très important. Qu'ils sachent, ah ouais, ok. Là, lui, si je lui propose un bien, au vu de ce qui est indiqué là, ok, je vois l'apport qu'il a, je vois les revenus qu'il génère. Super. Et ça, ce travail-là, je peux te garantir que il n'y a pas grand monde qui le fait. Donc ça, tu le déposes dans toutes les agences. Premièrement. Deuxièmement, je t'ai mis justifier ton financement. Ça, c'est très important. Nous, dans l'académie, c'est pour ça que très tôt, on a un rendez-vous qui est prévu avec un courtier pour pouvoir avoir une lettre de confort. C'est très important. Tu peux justifier aux agents, déjà dans un premier temps, tu peux donner des fiches de paye, des relevés de compte. Tu peux demander justement une lettre de confort d'un courtier, par exemple, qui va attester que pour tel budget, tu as un partenaire qui te suit au niveau du financement. Ça, tu peux le faire à l'étape de recherche, mais il faut aussi et surtout le faire quand tu vas déposer ta première offre. Très important. Ok. Bien évidemment, tu adaptes la lettre de confort, le montant qui va être indiqué par rapport à l'offre que tu as fait. Parce que si tu fais une offre à 140 et que tu mets que tu as un accord pour 200 000 euros,
Bon, forcément, on va se dire, mais pourquoi il est en train de chipoter alors qu'il peut, et il peut acheter plus cher. Donc, justifier son financement, c'est très important, surtout le contexte dans lequel on est, où il y a encore beaucoup moins de refus bancaires que l'année dernière, mais il y en a encore. Ok, la pire angoisse des agents immobiliers, c'est de te faire signer un compromis et que tu reviennes 3 mois plus tard et rebelote, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé pour rien. Donc, à partir du moment où tu as enlevé cette partie-là de l'équation, là, tu peux commencer à négocier. Et troisième partie, forcément, tu automatises ton ordi avec des alertes, Le Bon Coin, Se Loger, PAP, ta Moteur Imo, qui est un site super que je te recommande. Donc, voilà, pour que tu aies ta routine matin, midi, soir, ou matin, soir, ou juste le soir, mais en tout cas, dès qu'il y a une annonce qui sort, tu puisses l'avoir, tu reçois une alerte et tu appelles. Alors du coup, on a fait une petite pause, je vais aller me resservir un petit peu d'eau parce que ça donne soif de parler autant. Il fait extrêmement chaud où je suis en région parisienne. Bref, petite parenthèse, épisode 4. Étape 4, maintenant on parle de l'étape du financement. Étape très très importante, il faut savoir, ça je le dis aussi souvent, mais un projet qui est bien financé, c'est 80% du job. Ok, quand je dis bien financé, tu vas voir de quoi je parle juste après. Mais vraiment, l'étape du financement, elle est fondamentale. Un même projet, en fonction de l'enveloppe travaux notamment que tu vas pouvoir débloquer, il va pouvoir être extrêmement rentable. D'un autre côté, il va pouvoir être extrêmement, je dirais même dévastateur, parce que tu pourras pas finir, parce que tu vas prendre des artisans, des mauvais artisans, tu vas travailler avec des mauvais matériaux, rien ne va aller. Donc, cette étape-là, regarde bien écoute bien plutôt ce que je vais te dire, parce que c'est très important. Donc, l'enveloppe travaux, grosso modo, on la dissocie toujours en 3 catégories. Premièrement, bon, les travaux purs, ok, le carrelage, gros œuvres, maçonnerie, électricité, plomberie, etc. Peinture. Deuxièmement, ton aménagement et ta déco. Troisièmement, ce que j'appelle moi les indispensables. Ok, je vais rentrer un petit peu. Alors, est-ce que j'en parle maintenant? Non. Bon, on va en parler maintenant. Donc, les travaux, je t'ai indiqué ce que c'était. L'aménagement, la déco, c'est tout ce qui va être vraiment canapé, tapis, table basse, télé, etc. Donc, tout ça qui est à prévoir. Nous, au sein de l'académie, comme tu dois le savoir, on a des shopping lists. Donc, il y a les shopping lists de tous mes logements. Ça te permet justement de pouvoir prévoir ça. Et les indispensables, c'est là vraiment tout ce qui va être capteur de bruit, mini-bar, drap, serviette, oreiller, peignoir, chaussons, tapis de bain, etc. Tout ça, c'est pas anodin. Tout ça, il faut le prévoir. Encore une fois, il faut que tu le prévois dans ton enveloppe. C'est très, très important. Maintenant, mais je pense qu'on peut en parler de ça d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais Camille, comment on peut intégrer tout ça dans notre crédit ?» Parce que le but, forcément, tu t'en doutes, ton argent, il faut que tu le gardes au maximum. Ok, plus tu peux emprunter, mieux c'est, entre guillemets. Ton argent, il faut que tu le gardes, que ce soit toi en termes de sécurité. C'est toujours bien d'avoir une enveloppe de sécurité. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Pour X ou Y raison, tu peux pas démarrer la location. Il faut quand même que tu aies des mensualités d'avance. C'est important en termes de sécurité, même pour ton confort mental. Donc, comment on fait? Il y a plusieurs possibilités. Une fois que tu as chiffré ta partie, je dirais, travaux purs. Ok, tu vas pouvoir chiffrer donc ton aménagement, ta déco et tes indispensables, soit en te faisant accompagner. Moi, ce que je conseille, encore une fois, à travers l'académie, c'est de passer par des professionnels, ok, avec qui moi j'ai l'habitude de bosser. Eux, ils vont pouvoir t'aider dans le chiffrage. Si c'est pas le cas, bon bah t'as de la documentation également au sein de l'académie pour pouvoir chiffrer en te basant sur mes logements. À partir du moment où tu as ton enveloppe travaux, donc tu sais combien tu vas payer, et ces deux autres budgets-là, ce que tu peux faire, c'est soit, dans un premier temps, demander à l'artisan de venir gonfler son devis pour avoir une enveloppe dans ton crédit travaux qui vienne incorporer l'intégralité de tes frais. Donc ça, c'est vraiment pour l'étape du financement. Maintenant, pour l'étape de déblocage, pareil, tu as plusieurs possibilités. Moi, c'est m'est déjà arrivé de demander aux artisans, c'était le cas sur ma première maison, de me commander les fournitures directement. Et ensuite, ils me débloquaient donc sur facture. Ils m'envoyaient une facture, ils me mettaient divers achats effectués chez Leroy Merlin, chez Ikea, etc. Et cette facture-là, je la communiquais à la banque et c'est ma banque qui paye directement l'entrepreneur. On a également mis en place un process, nous, avec la décoratrice avec qui on bosse, qui peut te débloquer sur facture, pareil. Donc, elle va envoyer une facture, tu vas la transmettre à ta banque va la régler et elle va s'occuper de demander ta fourniture. Voilà. Donc, il y a des leviers, il y a des mécanismes pour pouvoir financer un maximum tous ces aspects-là dans ton crédit travaux. Mais en tout cas, voilà, c'est important que tu saches que dans l'enveloppe travaux, il n'y a pas que les travaux à prendre en compte. Ça, c'est très important. Autre levier ultra important, le différé bancaire. Super important. Pourquoi? Bon, déjà, il y a deux types de différés. Tu dois le savoir sûrement, mais différé total, tu rembourses que l'assurance. Différé partiel, tu rembourses l'assurance et les intérêts. Très souvent, c'est du différé partiel dont on parle. Différé total, c'est vrai que c'est un petit peu plus rare. Tu peux avoir du 6 mois, du 12 mois, du 24 mois, du 36 mois, même peut-être du 48 mois de différé. Ça, c'est un levier qui est dingue. Je t'ai pris un exemple. Dans ma maison de ville, 14
14 mois de différé partiel, ok, donc 300 euros par mois au lieu de 1000 euros, au lieu de 976. Je finis les travaux au bout de 6 mois. 7e mois, je démarre, je fais 4000 euros de cash flow. En 8 mois, je peux mettre 32 000 euros de côté et je peux financer un nouveau projet. Bon, je peux aller aux Bahamas, je peux faire ce que je veux. Mais en tout cas, j'ai de l'argent de côté et c'est très, très important. Moi, je connais des investisseurs, ça fait 15 ans qu'ils font ça. Ça fait, ils ont investi dans plus d'une cinquantaine de lots. Ils mettent en place un différé, 24 mois ou 36 mois. Ils louent, là actuellement LCD, ils revendent. Ils gardent le bien juste pendant la période du différé pour engranger un maximum d'argent. Donc vraiment, le différé, c'est pas du tout quelque chose qu'il faut négliger. C'est quelque chose qui est super important. Et surtout, si toi, ton but, c'est d'enchaîner, de pouvoir faire 1, 2, 3, 4, ce qui va être le nerf de la guerre, ça va être l'argent que tu as à ta disposition. Et le différé, c'est quelque chose qui, couplé en plus avec notre mode d'exploitation qui génère beaucoup de cash flow, bah, c'est un levier qui est dingue. Parenthèse ici, qui va toucher le financement et la fiscalité. Est-ce que j'achète en nom propre? Est-ce que j'achète en société? Le nom propre, beaucoup plus simple pour démarrer. C'est ce que très souvent les courtiers vont te conseiller parce que tu peux le faire en RP, parce que c'est plus simple en fait au niveau des banques. Tu sais, moi quand je suis arrivé, parce que moi j'ai un montage maintenant en holding avec SAS, SCI, etc. Les banquiers, c'est rare d'avoir un banquier qui comprenne ça. Hein. Les banquiers, ils sont des années-lumière de comprendre les choses, même si sur le papier c'est pas très compliqué. En fait, plus c'est simple, mieux c'est. Vraiment. Donc, le nom propre, effectivement, comme je te disais, c'est beaucoup plus simple. Il y a beaucoup plus de conseillers qui vont pouvoir comprendre ton projet. Ok, et pour débuter, c'est très bien. Société, beaucoup plus structuré. Le calcul différentiel dont on a parlé dans le financement, il va s'appliquer. Il s'applique quasiment plus en nom propre, quasiment que en société. Donc SCI, SAS, SRL, URL, etc. Pour la partie fiscalité, alors je regarde un petit peu ce que j'ai mis. Ouais, pour la partie fiscalité. Pour pas te mélanger, en fait, les deux possibilités sont viables. Moi, encore une fois, j'ai des gens, dont une personne que j'accompagne, tu vois, qui a 9 biens. Chacun de ces biens, les biens font entre 50 000 et 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Donc, tu vois que c'est des biens qui marchent très fort. Il est en loueur meublé professionnel, en nom propre, toujours en déficit. Chaque année, il s'arrange pour être en déficit. Donc, il a un suivi comptable qui est vraiment au millimètre. Ok, bien évidemment, il faut être précis avant d'arriver à ton bilan et avant de clôturer l'exercice. Il faut que tu saches exactement où tu en es. Voilà, il est très satisfait et il fonctionne, il est en loueur meublé professionnel. Il y a des gens qui vont acheter en nom propre, qui vont mettre une société d'exploitation, qui va venir verser un loyer à eux-mêmes en nom propre. Il y a des gens qui vont le faire via une SCI, il y a des gens qui vont le faire via une SAS. Les possibilités sont infinies, je dirais. Il y a deux critères. Il faut que tu fasses dans un premier temps les projections. Ok, combien déjà tu projettes sur ton logement et comment ça va impacter par rapport, si demain je le fais en nom propre. Si demain je le fais en société, ok, imaginons que je projette 5 000 euros par mois, en termes d'amortissement, je projette tant de travaux, etc. Donc tu fais des projections pour voir qu'est-ce qui dans ton cas de figure est le plus intéressant. Et le deuxième point, en termes de plus-value également, il faut voir quand est-ce que tu veux rendre, c'est quoi un peu ta vision sur le long terme. Donc moi, ce que je conseille tout simplement sur cette partie-là, à partir du moment où tu as signé ton compromis, tu le signes toujours avec une clause de substitution, tu prends rendez-vous avec un expert comptable qui comprend cette activité. Pareil, dans l'académie, bien évidemment que tu as accès à mon expert comptable, mais si c'est pas le cas, si c'est pas mon expert comptable, prends un expert comptable qui comprend l'activité, ok? Et vous faites le point sur justement ce que je t'ai dit juste avant, les projections, la plus-value, etc. par rapport à ta situation, ok? Mais en aucun cas, ça doit être la fiscalité qui doit te bloquer, vraiment pas. Moi, je suis pas un expert du tout de la fiscalité et ça m'a pas empêché de faire. Alors, l'année 1, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai payé beaucoup d'URSSAF, et beaucoup de, mais c'est ok, tu vois, j'en suis pas mort. Je suis là et je continue. J'ai une activité qui marche, même si je dois payer des impôts, ça continue de marcher, tu vois. Moi, j'ai démarré en 2022 la location. Je t'ai montré au début de cette vidéo les revenus en 2024, tu vois, 90 000 euros. Donc l'activité elle continue de marcher. Si tu as bien fait le job, c'est pas parce que tu dois payer 30 ou 40% d'impôts parce que tu as mal géré le truc que ça va te tuer, pas du tout. Voilà ce que je peux te dire par rapport à cette quatrième étape. Là, on arrive dans les étapes que je kiffe. On arrive dans les étapes que je kiffe parce que cinquième étape, les plans, les travaux, super important. Et après, on va parler de shooting photo, d'upsell, vraiment la fin quand ton logement est prêt. J'ai aucune idée de combien de temps, ça fait combien de temps que j'ai démarré, mais bon, je suis dans le flow et on va voir. De toute façon, c'est jamais trop comme on dit. Donc là, tu vois, je t'ai mis l'importance des plans. Là, à gauche, les plans que j'avais réalisés. À droite, le résultat final. Pareil, chez un client qu'on a accompagné. Quand tu vois ça, en fait, c'est pas faire des plans pour faire des plans. Il y a plein de décorateurs ou de sites d'intelligence artificielle maintenant que tu vas payer qui vont te prendre très peu cher pour faire des plans. C'est pas le but. Nous, le but, c'est quand on a fait les plans, qu'on ait un résultat final qui soit quasi identique. Et pour ça, il faut être conscient déjà du budget que tu as à ta disposition.
Ok, nous, ces plans-là, ils sont faits parce que j'ai communiqué déjà à ma décoratrice ce que je voulais déjà, et deuxièmement le budget que j'ai. Donc elle va faire quelque chose qui est réalisable déjà par rapport à mon budget et par rapport à l'aspect technique du bien en question. Tu vois, c'est pour ça que c'est très intéressant, pas faire des plans pour faire des plans, mais quand tu as bien fait le job, quand tu as reçu tes plans et que le travail a bien été fait, le résultat normalement doit être quasi identique. Si tu as des artisans qui sont un minimum qualifiés, et là tu vois, c'est ce que je voulais te montrer, on a des résultats qui sont quasi identiques. L'importance des détails, forcément, si au vu des chiffres que tu vas générer, là je te parle de remplacer ton salaire avec ton premier bien, tu comprends l'importance de te faire accompagner dans la conception et de mettre, allez, entre 1500 et 5000 euros pour réaliser des plans et avoir un suivi de chantier. Bon, clairement, ton activité ne fonctionnera pas parce que moi, j'aurais jamais pu avoir ce rendu-là. Clairement, moi, quand je démarrais, je connaissais rien aux travaux. J'aurais jamais pu avoir ce rendu-là. Et c'était l'un des meilleurs moves, hein, avec du recul, que j'ai fait de payer cette décoratrice-là, clairement. Donc là, je t'ai mis l'importance des détails. Effectivement, hein, tu t'en doutes, c'est ce qui fait toute la différence. Domotique, équipement premium, ambiance unique, Instagrammable, c'est très important. Donc, via l'ère des réseaux sociaux, un client qui vient et qui te partage, nous on a plein de mécanismes, moi j'offre des boissons dans le minibar, si tu me partages, tu me mets en story, etc. Donc tout ça c'est des choses qu'on utilise dans l'aspect plus marketing, mais voilà, il faut que ton logement soit instagrammable, il faut que les gens aient envie de venir se prendre en photo, d'appeler en FaceTime, regarde où j'étais hier, etc. Tu vois, ça c'est de la publicité gratuite. Autre point qu'on peut aborder ici, très intéressant. Là, c'est important de dissocier ça. C'est que c'est pas parce qu'on veut faire un logement avec une valeur perçue la plus haute possible qu'on va acheter un canapé 4000 euros. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu vois, là, je t'ai pris des exemples. Là, ce mur matelassé qui est là, qui est un rendu qui est vraiment super, type hôtelier, tu vois, c'est quelque chose. J'avais fait intervenir un tapissier, il m'avait fait un devis, et je sais pas combien, plus de 2000, plus de 3000 euros pour faire ça. C'est très cher pour faire des murs matelassés au mètre carré, ça coûte une blinde. Ce que j'ai fait, j'ai acheté des panneaux de bois, j'ai acheté de la mousse, j'ai acheté du tissu en velours, en rouleau. J'ai trouvé un gars qui est venu me les agrafer. Il m'a fait les panneaux et j'ai demandé à mon artisan de me les coller. On a mis une sorte de, comme du scratch, tout simplement, qui nous permet de clipser, tu vois. Je peux enlever, je peux remettre, tu vois. Et en tout et pour tout, j'ai dû payer quoi, 400, 500 euros de fourniture. Et lui, il m'a fait un forfait pour venir l'installer. C'était très simple. Donc, tu vois, quoi d'autre? La balnéo, je l'ai acheté d'occasion. Pareil, tu vois, ça rentre dans nos charges. Tu as juste à faire un document avec le vendeur. Ça rentre dans tes charges. Elle était neuve, sous garantie, encore dans le carton. Je l'ai payé moitié prix. Donc, tu vois, là, je t'ai mis effectivement le bon coin, Google Lens, bon, plein de ça, je pourrais t'en parler pendant très longtemps. Là, par exemple, la literie ronde, je l'ai fait venir d'Inde. Bon, pour l'empreinte écologique, s'il y a des gens qui sont très écolos, je suis désolé pour vous, mais voilà, moi, un package complet, parce qu'on l'achète pas par un, forcément, tu t'en doutes, pour qu'il y ait un roulement pour les équipes de ménage, il faut acheter en stock, il faut acheter 3-4 jeux. J'en avais pour plus de 1200 euros, l'intégralité de mon stock de Liron, parce que c'est des daras et des couettes, etc., qui sont ceux qui sont sur mesure. Je l'ai fait venir en Inde, ça m'a coûté 4 fois moins cher, tu vois. Donc ça, c'est quand même important de le prendre en compte. On veut que la valeur perçue et le confort qu'on apporte soit le plus haut possible. Maintenant, nous, on reste des investisseurs, donc on est intelligent dans ce qu'on choisit. Voilà, ça c'était pour la 5e étape. Plan travaux, je savais que j'ai pas vraiment forcément parlé plus en détail de travaux. Peut-être qu'on fera une autre vidéo, mais je voulais insister sur ce qui est pour moi le plus important, en l'occurrence se faire assister pour les plans. Parce que quand tu as un projet qui est bien planifié, tu as des plans 3D, tu as des plans techniques, des plans de plomberie. Après, tu trouves un artisan qualifié et ça va comme sur des roulettes, tout simplement. L'étape 6, étape super importante et qui va démarrer par un shooting photo. Ça peut paraître anodin, hein. Moi, je saoule les clients que j'accompagne parce que moi, au début, je passais des journées et le photographe, je peux garantir que je l'ai rendu fou, mais parce que c'est très important en fait. Tu as passé 6 mois potentiellement à faire des travaux, à penser, à réfléchir. Tu as investi 100 000, 150 000, 200 000 euros et t'es pas prêt à payer 300 euros pour un shooting photo professionnel. Tu comprends bien qu'encore une fois, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et malheureusement, quand je parle à certaines personnes, je vois les croyances qu'elles ont. En fait, votre logement ne pourra pas générer les mêmes rentabilités. Il y a tellement de logements qui ont des emplacements formidables, qui sont super jolis avec des beaux équipements. Juste avec un bon shooting et une bonne gestion de prix, tu ferais 20-30% de chiffre d'affaires supplémentaire. Vraiment. Donc, photographe, là, je pense que je t'ai mis des exemples. Ouais, tu scénarises. Tu vois, nous, on fait toujours, là, je vais pas rentrer en détail, mais 2 annonces pour le même logement. OK. Ça nous permet tu peux faire une annonce avec des photos de jour, une annonce avec des photos de nuit. Tu vois, on parlait de love room. Plutôt que de partir sur une love room, fais quelque chose, tu vois, je dirais, qui parle à une clientèle large. Et si tu veux faire une annonce
tu veux toucher plus les couples, voilà, pétales, ambiance tamisée, bougies, bouquet de fleurs, etc. Tu vois, tout simplement. Donc là, je t'ai mis des exemples. Scénariser aussi les photos. Il faut que les gens se projettent. Tu vois, je peux prendre un petit déjeuner dans le lit et tout avec ma femme ou si c'est pas ma femme, une autre fille. Mais voilà, tu vois, je peux regarder un film dans la chambre. Je peux venir chiller. Je peux prendre un cocktail. Je peux me détendre dans la piscine. Tout ça, tu vois, encore une fois. Dis-toi bien que moi, j'ai investi 250 000 euros dans ce projet-là. Ça aurait ni queue ni tête. Je pense qu'en tout et pour tout, j'ai dû payer quoi? Alors moi, je l'ai fait en plusieurs fois et maintenant, comme je dis, dans l'académie, il y a les book photos de mes logements, il y a tout, donc ça va beaucoup plus vite. Mais ça a dû prendre peut-être 2 jours complets, tu vois. Donc j'ai dû payer, je pense, 500 euros, quelque chose comme ça, 500 ou 600 euros. Donc voilà, ça peut paraître anodin, mais très important. Fais-moi un shooting photo digne de ce nom et mets en avant bien évidemment, si tu as fait le travail avant de tout ce qu'on a dit. Deuxième étape. Créer des annonces forcément qui cartonnent. Donc là, Airbnb, Booking, tu as plein d'autres sites qui sont intéressants également. Le Bon Coin, tu peux faire de la mise en avant. Love and Spa, tu peux mettre ton propre site, Peerspace, Snap Event, etc. Ce qu'il faut comprendre là assez rapidement sur Airbnb Booking, je vais pas rentrer non plus trop dans les détails, mais plus tu leur fais gagner de l'argent, plus ils vont te mettre en avant. Vraiment, si je peux résumer une chose simple, enfin, tout ce qu'il y a à savoir, c'est résumé en cette phrase-là, pardon. Il faut vraiment que tu le vois comme pour les gens qui sont un peu dans le commerce, etc. Taux de conversion, c'est-à-dire déjà quand on va taper ta ville, il faut que tu arrives à ressortir le plus haut possible. Assez simplement, plus tu leur fais gagner de l'argent, plus tu vas ressortir. C'est aussi simple que ça. Quand les clients vont cliquer maintenant sur ton annonce, il faut qu'il y ait le moins de friction entre le moment où ils tombent, où ils voient tes photos et le moment où ils sortent leur carte bancaire. Comment faire en sorte qu'il y ait le moins de friction possible, donc le meilleur taux de conversion, des meilleures photos, une bonne description, un prix forcément qui soit cohérent par rapport à la valeur que tu apportes et des bons commentaires. Aussi simple que ça. Ces 4 éléments-là, il faut qu'ils soient maîtrisés à la perfection. Ensuite, c'est juste une question de temps. Si tu apportes la valeur nécessaire, ça sera un cercle vertueux. Un cercle vertueux. Les clients seront contents, ils te recommanderont, ils te laisseront un bon commentaire, ça va venir alimenter l'algorithme, etc., etc. Donc, faut vraiment les voir comme des partenaires, ok. Et voilà, il n'y a pas de secret. Hein. Il faut donner pour recevoir. Donc, plus tu vas leur donner de l'argent, plus tu vas recevoir des réservations. C'est aussi simple que ça. Ensuite, une fois que ça c'est fait, tu vas créer donc ton écosystème digital. Ça, je sais que ça intéresse beaucoup de gens. Là, je t'ai mis vente additionnelle entre 500 et 1500 euros par mois par logement. C'est énorme. C'est énorme. Quasiment personne ne le met en place. Et bien évidemment, je suis pas là pour te vendre du rêve. C'est énorme dans un logement qui est dédié à cette activité-là. Ok. Si tu as fait un Airbnb pour faire un Airbnb et que tu loues 50 euros la nuit, c'est pas mettre un mini bar dedans qui va te rapporter 500 euros par mois. Tu te doutes bien. Mais voilà. Donc l'écosystème digital, grosso modo. Le channel manager. Ensuite, je t'ai mis là le process assez simple que j'utilise moi. Le channel manager, il va te permettre de tout simplement pouvoir, tu dois le savoir si tu suis cette vidéo, je pense, mais centraliser toutes tes annonces, pouvoir gérer les prix juste sur ton channel manager, ça va le diffuser sur toutes les plateformes. Ça va te permettre aussi de gérer les prix sur le channel manager et que ça diffuse sur toutes les plateformes. Ça va te permettre également d'envoyer des messages en automatique. Moi, le process, comment je fonctionne, c'est très simple. Le client réserve. Il a réservé par exemple sur Airbnb. Automatiquement, il va recevoir un message. Merci pour votre réservation. Là, on lui envoie les ventes additionnelles qu'on propose avant l'arrivée. Okay. Donc là, arrivée romantique, petit déjeuner, arrivée anticipée, départ tardif, n'importe quel service. S'il veut un bain chaud avec des pétales de fleurs, n'importe quel service on peut lui proposer. Donc ça, il le reçoit instantanément. 48 heures avant son arrivée, on lui envoie le dépôt de garantie. Une fois que le dépôt de garantie est validé, automatiquement, il va recevoir ses instructions d'accès, ok, et ensuite l'arrivée se fait de manière autonome, ce soit via une boîte à clé, une serrure connectée. Donc ça fait que le client, une fois qu'il réserve, il a l'intégralité des infos, il a juste à suivre les différents process. T'as même pas besoin de l'avoir au téléphone pour qu'il puisse tout gérer. Les ventes additionnelles maintenant, donc je t'ai dit qu'il y a deux catégories. Pré-check-in, donc là via le lien dont je t'ai parlé, qu'on va envoyer une fois que le client réserve. Donc là, arrivée anticipée, arrivée romantique, etc. Et la deuxième partie, c'est tout ce qui est sur place en libre service qu'on va venir déduire du dépôt de garantie. Mini-bar, consommable sucré, salé, etc. Là, je t'ai mis grosso modo, pour que tu aies une idée, mais je pense que je t'ai mis des photos, non, il n'y a que ça comme photo. Tout ce qui est coca, eau, en tout cas bois soft, c'est 3,90 €. Je te conseille toujours de prendre des bouteilles en verre. Donc, comment je fais, moi, pour l'exploitation, pour la gestion? On a toujours des placards fermés, hein, que ce soit pour tout ce qui est arrivée romantique, etc. Tout ça, c'est dans des placards fermés. Les femmes de ménage ont juste à mettre en place. Tout ce qui est snack, etc. Pareil.
placard fermé, moi, je reviens tous les 3-4 mois. Essaye de prendre des produits non périssables, notamment des produits chocolatés. Évite. Ça sert à rien parce que ça se périme trop vite. Et quand tu vas chez Métro, notamment, tu achètes souvent par 16, par 24, etc. Donc, à moins que tu aies plusieurs logements, si tu n'as qu'un logement, tu auras trop de déperdition. Moi, j'en ai fait les frais. Après, tout ce qui est chewing-gum, tic-tac, etc., c'est des produits qui se vendent extrêmement bien. Et donc, tout ça, placard fermé, tu repasses réapprovisionner. Soit tu t'arranges avec ta société de ménage, elle peut aller gérer ça pour toi et te facture. Soit tu viens et tu déposes dans les placards fermés tous les trimestres à peu près. Donc voilà. Là, je t'ai mis par exemple le coin des gourmands. Effectivement, là, c'est tout ce qui est snack. Donc, tu vois, il y a des thés, il y a des madeleines, il y a du Nutella, il y a de quoi prendre un petit déjeuner, tu vois, avec des petits bols des petits céréales, du lait. Là, au-dessus, t'as tout ce qui est chips qui fonctionne très bien, popcorn à mettre au micro-ondes, M&M's, etc. Bon, tu vois, c'est produits chocolatés, donc ça se périme assez vite. Mais les M&M's, je sais pas pourquoi, ça marche extrêmement bien. M&M's, Coca, eau gazeuse, Red Bull, ça marche extrêmement bien. Faut croire que c'est ancré dans l'esprit des gens. Là, je t'ai mis pour que tu puisses voir un petit peu qu'est-ce que tu vas pouvoir faire une fois que tout ça s'est mis en place. Ça, c'était le record qu'on a fait de Schiller sur la maison. Donc, on a eu de 9h à 13h un tournage photo, 285 €, de 14h à 17h, parce qu'effectivement, on peut faire de la location à l'heure. On a eu une réservation plus une arrivée romantique, donc 285 € pour 3 heures. Plus 49 €, ça nous fait 334 €. Et ensuite, on a eu une arrivée à 18h à 375 € avec un late check-out, une arrivée romantique, plus 18 € de consommation sur place, ce qui fait un total de chiffre d'affaires en 24 heures de 1088 €. Je te resitue pour un montant de crédit sur cette maison de 976 €. Bien sûr que si j'avais fait le crédit maintenant, je serais, je pense, à 1150, quelque chose comme ça, 1100 €. Mais tu vois, encore une fois, c'est pas de l'immobilier qu'on fait. C'est de l'immobilier 2.0. C'est comme ce que j'aime souvent dire. Là, bien évidemment, je précise, pour être tout à fait juste, là, pour pouvoir accueillir une personne de 9h à 13h, on a dû bloquer la nuitée précédente. Donc, sinon, on n'aurait pas pu accueillir quelqu'un à 9h. Les locations à la journée, nous, on les fait de midi à 16h. Et quand on fait une location à la journée, on demande aux clients de partir à 10h. Et on demande aux clients suivants d'arriver à 18h. Okay, donc, il y a un roulement à avoir. Mais voilà, grosso modo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre maintenant au niveau de l'exploitation? Effectivement, tout ce qui est automatisation, délégation, c'est important de le savoir. Là, je t'ai listé comment on fait en fait concrètement pour une activité qui est déléguée. Je t'ai listé les 3 différents postes qu'il va falloir déléguer. Quand tu as délégué ton ménage à une société qui est sérieuse, moi, je passe exclusivement par des sociétés. Pourquoi? Parce que j'ai au moins 23, 24 passages dans le mois. J'ai des passages 7/7, des fois 2 fois par jour avec les locations à la journée, les jours fériés, le nouvel an. Je veux pas me prendre la tête. En fait, je veux avoir une société qui a un roulement, qui a plusieurs personnes qui peuvent être disponibles. Ok, une société professionnelle. Moi, demain, j'ai un problème, j'ai le ménage qui a été mal fait, ma prestation, elle est remboursée. Tu vois, moi, il faut que ce soit vraiment du millimètre. Il faut que les états des lieux soient précis, etc. Quand tu arrives sur 200, 300, 400 € la nuit, tu te doutes bien que les clients ont certaines attentes, forcément. Donc, il faut que les produits soient professionnels. Il faut que la manière dont c'est fait, c'est professionnel. Donc, première partie, ménage, gestion du linge. Donc, ça, tu peux le déléguer assez facilement. Tu mets en place un process avec les sociétés de ménage. Elles ont bien évidemment accès au channel manager, aux ventes additionnelles. Elles savent ce qu'elles doivent préparer, à quelle heure le client part, etc. C'est elles également qui mettent en place, qui m'envoient le rapport avec ce qui a été consommé, le mini-bar, les consommables sucrés salés, etc. Donc, j'ai un rapport après chaque passage. Deuxièmement, le service client. Donc là, tu as bien vu, il y a déjà une grosse partie qui est automatisée avec le channel manager, c'est-à-dire que le client peut réaliser toutes les étapes tout seul, sans que moi je sois là. Tu peux, maintenant, il y a plein de services d'intelligence artificielle qui existent. Il y a également des sociétés qui peuvent prendre en charge l'appel téléphonique pour toi. Tu peux déléguer à un freelance également. Voilà, quand tu es tout seul au début, c'est très facilement gérable. Là, je t'ai mis 30 minutes par jour, mais il y a des jours où c'est bien moins. Ça peut être de 5 minutes à 30 minutes par jour pour un logement. C'est largement gérable. Et ensuite, tu peux le déléguer quand tu le souhaites. Et ensuite, je t'ai mis des petits travaux de bricolage, un petit peu la maintenance. Forcément, tu te doutes que quand tu as autant de passages, tu peux avoir, je sais pas, un carreau de carrelage qui est fêlé, tu peux avoir une trace sur le mur, donc une petite retouche de peinture à faire, un sommier à changer, un flexible de douche à changer, etc. Donc là, soit tu peux l'internaliser par la société de ménage, moi c'est ce que je fais, ou soit dans un autre logement également c'est ce que je fais, c'est que j'ai une personne qui est référente, tout simplement qui va c'est pas des profils artisans, je te conseille pas de travailler pour le coup avec des artisans parce que eux ils ont
ils ont leur réalité, c'est-à-dire qu'ils ont un taux horaire à respecter et ils seront pas rentables une heure de leur temps, ça vaut cher, généralement quand c'est des entreprises, des entrepreneurs. Donc là, tu as des personnes, des hommes à tout faire, entre guillemets, que tu peux trouver sur le Bon Coin. Tu as plein de sites. Yojo, je dis pas de bêtises, moi la personne, je l'ai trouvé sur le Bon Coin dans la rubrique service. T'as quoi? T'as le voisin. Tu peux trouver plein de personnes. Ils vont te faire un tarif horaire. Tu t'organises. Tu bloques le logement pendant 2, 3, 4 heures. OK. Et tu essaies de faire en sorte qu'il y ait plusieurs choses à réparer en même temps. Si tu as plusieurs retouches. Moi, par exemple, tu vois, je vais le faire intervenir là. J'ai des nez de marche à changer. J'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai? J'ai mon canapé que je dois renforcer. J'ai une pancarte que je souhaite installer à l'extérieur. Enfin, tu vois, j'essaie de tout centraliser. Je lui ramène les fournitures. Il me prend 2, 3 heures. Basta. Tu vois. Donc, voilà ce que je peux te dire. Bien évidemment, la gestion, elle est modulable. Encore une fois, tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y a des personnes qui, dès leur premier logement, géraient eux-mêmes l'activité. Il y a des personnes qui délèguent tout. Tu peux également, si tu veux vraiment pas te casser la tête, passer par une conciergerie. Mais là, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, c'est pas le but de cette vidéo, mais tu peux. Hein. Ils vont te prendre 20-25% de ton activité et tu vas vraiment rien à faire à gérer. Tous les trimestres, t'as un rapport, etc. C'est aussi une possibilité. À toi de voir en fonction de ta vie, de tes obligations, là où tu veux mettre ton temps, ton énergie et ton argent. Mais encore une fois, c'est une activité qui est extrêmement flexible. Et moi, je le dis, je sais pas ce que tu en penses, tu me le diras en commentaire, mais pour l'argent que ça génère, honnêtement, quelque chose qui génère 3, 4, 5 000 euros par mois, avec ce niveau de complexité-là, enfin ce niveau de gestion-là, je dis pas que c'est pas compliqué d'en arriver jusqu'à là. Pas du tout. Si tu trouves ça trop compliqué, c'est que tu as sûrement raison. Tu vois, moi, quand on m'a présenté ça, j'ai pas du tout trouvé ça compliqué. Et même avec l'effet de levier, etc., je trouve ça l'opportunité extraordinaire. Maintenant, voilà, je trouve souvent que pour la pérennité des revenus et la pérennité de la stabilité de ce business model-là et le niveau de gestion que ça demande, c'est quand même pas très très compliqué. La chimie, félicitations, vous êtes à J plus 180, 6 mois. Je t'ai mis quelques exemples. Tiens, on va pouvoir les regarder. Ça va permettre de donner quelques idées. Ensuite, la vidéo sera terminée. Mais c'est bien, on en a parlé de théorie, je te montre un peu la pratique. Ça, c'est un client qu'on a accompagné qui a fait une vidéo sur TikTok. Donc là, logement un peu sombre. Tu vois, on est sur un appartement. Projet très simple à réaliser. Très, très simple. Hop, un petit espace bar, etc. Un ciel étoilé dans la chambre. Là, tu peux voir une vue 2D. Donc ça, tu vois, c'était en juillet 2024. Bah là, du coup, non, il m'avait tourné là, on était sur juillet, août, septembre. 4,9, 60 commentaires. Au-delà d'avoir des logements qui performent, c'est aussi bien d'avoir des logements qui plaisent. En fait, c'est aussi ça la beauté de ce business model-là. C'est qu'on n'est pas là pour escroquer les gens. On est là pour apporter de la valeur. Et personnellement, pour moi, c'est très important. Donc là, tu vois son calendrier sur les novembre, décembre, janvier, qui est censé être un mois creux. Là, un autre projet aimerait. Donc lui, c'était un local commercial. De base, qui était loué à un revendeur de fruits et légumes. C'était assez spécial puisque c'est sur 3 niveaux. On avait à peu près 80 mètres carrés, 80-90 mètres carrés. Donc là, pareil, il a tout refait. Plusieurs chambres, espace cinéma, gaming, voilà, avec jacuzzi, espace détente en bas. Là, on a 5 sur 5, 30 commentaires. Janvier 2025, 4 876 euros. Savoir que c'était un local qui était loué 1 300 euros, un revendeur de fruits et légumes, pour te donner un ordre d'idée. En termes de rénovation complète, donc là, travaux, équipement, déco, 45 000 euros, ok, pour 80 mètres carrés. Ce qui fait que, je dis pas de bêtises, je pense qu'on est à peu près à 8 x 6, 40, la fatigue, 8 x 7. Je crois qu'on est à peu près à 500 euros, 8 x 5, 35. 6 x 5, 30, 8 x 5, 40. Ouais, donc on est à peu près à 500 euros du mètre carré. Excuse-moi, tu m'excuses, on est sur la fin de la vidéo. Vincent, pareil. Alors, tu pourras retrouver la vidéo sur ma chaîne, c'est assez drôle puisque quand j'avais fait la présentation de cette masterclass, il n'avait pas démarré, donc on avait fait des projections sur son projet. Là, tu vois, il y a les photos avant, maison de ville, tout à refaire. Là, c'était les plans qu'il a fait faire avec ma décoratrice, et on a fait des projections. Tu verras, c'est la vidéo qui sort juste après celle-là, et tu vas voir un petit peu le feedback, combien il a. Là, on avait fait des projections. Pessimiste, je l'ai fait, mais on était à du coup 2700 euros après avoir tout délégué, avec un chiffre d'affaires de 4005. Et sur l'optimiste, taux d'occupation de 80%, 5000 euros de CA, 3000 euros par mois après avoir payé l'intégralité des charges. Tu verras, je t'en dis pas plus, mais pour te dire qu'il a dépassé, il a dépassé cette projection-là. Quentin, pareil, il est passé sur la chaîne, petite maison de ville, tout à refaire. Pareil, client qu'on a accompagné, je
Je vais te passer ça. Hop, là, c'était l'étage. Donc, maison de ville, à peu près 50 mètres carrés. Pareil, tout à refaire. Il est passé sur la chaîne, donc les personnes qui sont abonnées, vous avez forcément déjà vu son projet. Avant, après. Donc là, on est sur le après. Belle petite maison, filet suspendu, une grande suite parentale, belle hauteur sous plafond, 4,96, 107 commentaires, ce qui est énorme pour les personnes qui sont déjà initiées. Là, octobre, novembre, décembre, janvier, pareil, ce qui est censé être des mois plats, entre guillemets, enfin la basse saison. Nous, on n'a pas de saison. On a forcément des fluctuations, mais les logements, ils sont tout le temps remplis. Donc là, coût total du projet, lui, il était à 230 000. Ok. Là, sur le mois de janvier, 3 213 euros. Après, pareil, hein, une activité 100% déléguée. Alors lui qui a un taux de marge, on en avait parlé, assez bas parce qu'il a des coûts encore à optimiser. Mais voilà. Et un dernier projet, Sandra, beaucoup plus simple, plus petit. On était sur un 30 mètres carrés et quelques. Donc là, tu vois, voilà, elle a voulu elle partir sur quelque chose de plus sobre. Donc tu vois, quand on parle de love room, etc. Non, tu peux partir sur quelque chose de très sobre, très élégant. Tu vas pouvoir personnaliser lors de tes shootings, tu vois. Mais là, on est quand même sur quelque chose qui est sobre, élégant, efficace. Donc, tu vois, bon, ça, c'est un logement qu'elle aurait loué en longue durée, peut-être 900 euros par mois. Et encore, non, je pense moins, 800 euros. Là, elle a encaissé 1200 euros en moins d'une semaine. On arrive au terme de cette vidéo. Je suis désolé si mon niveau d'énergie à la fin, il a un petit peu baissé. Mais encore une fois, on me demande d'apporter de la valeur. J'essaye d'être le plus précis possible, d'en apporter un maximum. Pour toutes les personnes qui sont, encore une fois, intéressées, vous trouverez dans la vidéo, dans la description, pardon, un lien pour réserver un appel, échanger au sujet de ton projet directement. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Moi, ça me donne de la force parce qu'il en faut, parce que ça demande du temps de faire tout ça et en même temps de gérer mes propres projets et mes clients. Donc voilà, je te remercie si t'es arrivé jusqu'au bout et je te dis peut-être à très vite, soit de l'autre côté, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Ciao, ciao.